Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, bienvenue à Monsieur 3D. Salut. Là voilà ma petite surprise, je vous avais annoncé qu'il y aurait une surprise dans ce vlog, je l'ai retrouvé au fond des cartons, j'ai dépoussiéré un petit peu et je me suis dit tiens, qu'est-ce que Monsieur 3D a pensé de Star Wars 7? Ça pourrait être intéressant de se le dire. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci Très bien. beaucoup de m'inviter. Mais je t'en prie, c'est un plaisir. Tu as toujours un avis intéressant à apporter à nos discussions. On a souvent fait des vlogs intéressants quand on était tous les deux. Et des discussions off-screen très intéressantes aussi. Aussi, beaucoup. Et donc, bienvenue à vous pour ce vlog 100% spoiler. On va tout vous dire, y compris la mort de Han Solo et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il commence direct. Voilà, exactement. Et donc, ce vlog 100% spoiler, on va pouvoir vous parler de tous les aspects de Star Wars en détente totale. Pour tout vous avouer, on a refait un petit peu cette introduction. Vous en avez pour 1h30 de vidéo, hein. Donc excusez-nous, on s'est un petit peu lâché. J'ai le compteur juste devant. Voilà, total compteur derrière. On est à 1h42 de vidéo là, si vous voulez savoir. Et Tu vas couper. donc on a pas mal de choses à dire. J'espère que vous resterez avec nous jusqu'au bout parce que toute l'idée, c'est effectivement de faire une conversation où on échange un peu nos arguments et nos opinions. On a des avis divergents sur beaucoup de choses. Il y en a que souvent d'ailleurs des avis complètement opposés, mais à chaque fois qui changent au même moment. Ouais. Donc voilà, ce sera, j'espère, le plus intéressant possible pour vous, et en tout cas, ça a été très intéressant pour nous. On va commencer tout de suite avec l'histoire. Exactement. Luke Skywalker a disparu, le nouvel ordre vient de s'installer dans la galaxie, il se fight avec des rebelles, et en même temps, on découvre des nouveaux personnages qui vont se lancer eux aussi dans une quête, et essayer de faire leur petite vie au milieu de cet univers, et de voir où est-ce que ça va les mener. Déjà sur cette histoire de base, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai déjà mes réflexions, mais je suis intéressé de connaître les tiennes vu que j'ai surtout les miennes depuis quelques jours. Bah déjà en fait j'ai vu beaucoup de gens, je sais pas toi, qui ont dit que c'était une reprise totale de l'épisode 4. Ah, ça, je l'ai dit. J'en fais partie. Non. Pas total d'ailleurs, pas total. Tu as nuancé, c'était très réminiscent de l'épisode 4. Tu as nuancé ton propos. Il y en a qui ont utilisé cet argument en quelque sorte pour dire que le film était une redite, une copie, sans aucune prise de risque. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que finalement, j'ai pas trouvé tant de similitudes que ça avec l'épisode 4, si ce n'est le début, la première partie, oui, sur l'exposition des personnages. Mais en dehors de ça, ce que les gens t'as l'impression qu'ils ont tendance à oublier, c'est que beaucoup de Star Wars fonctionnent, t'as vu, sur le même système narratif. Je pense, t'as l'épisode 4, qui termine de la même manière que l'épisode 6, et également l'épisode 1, où ça se termine de toute façon, c'est un groupe de vaisseaux qui va attaquer la grosse station spatiale de la mort qui tue. Il y a cette espèce de côté cyclique en fait dans Star Wars. Qui est pas aussi grosse. Dans le premier, c'est un vaisseau de la Fédération du Commerce. Oui, mais c'est pas grave, c'est le même. Mais oui, de toute façon, t'as raison. C'est le même système. Côté miroir qui a toujours existé dans Star Wars. Star Wars a toujours voulu faire fonctionner comme ça en fait, et George Lucas a fait fonctionner un peu ces deux trilogies comme ça, une espèce de miroir en fait, les deux qui se reflètent comme. Et finalement, cet épisode-là, je trouve que c'est un peu la même. Alors, on est dans la surenchère quand même. Quand il y a ce passage qui est très amusant où il te montre par hologramme. Alors ça, c'était l'étoile de la mort. Ouais. Et là, on te montre une planète entière. On est un peu dans la redite là-dessus, en voulant en faire des tonnes et des tonnes. Mais ce qui est plutôt intéressant finalement, c'était de vouloir faire, et c'était le pari de la part de J.J. Abrams, de vouloir relier en fait la trilogie 4, 5, 6. Et de rebondir comme ça là-dessus avec des nouveaux personnages tout en faisant le lien. T'as dit quoi, relier ou renier? Relier des personnages et relier une nouvelle histoire. Et là-dessus, honnêtement, je suis un peu mitigé. Alors je crois que je suis un peu moins mitigé que toi. Oui, parce que moi, pour le coup... je suis un peu moins mitigé que toi, mais je veux dire, on a envie de connaître la suite, quoi. Donc là-dessus, je veux dire, du coup, je suis plutôt satisfait. D'accord. Alors moi, pour le coup, ce défaut de construction en parallèle avec l'épisode 4, je l'ai complètement, parce que c'est vrai que c'est quand même toute la succession d'événements est exactement la même. On commence avec un personnage qui cache des plans dans un droïde et qui se fait pourchasser, puis on arrive à retrouver les plans et puis machin, et puis les plans ils mènent à une étoile noire. Là, pour le coup, c'est exactement le même scénario, juste avec une plus grosse planète. Ce qui est quand même assez emmerdant à la base. Je trouve que c'est pas beaucoup de nouveautés. Moi, en fait, ce qui me pose du souci, c'est que je trouve que cette histoire est donc très calquée sur le 4, mais elle fait tellement peu de choses neuves que j'ai du mal à voir ce que cette histoire apporte d'intéressant et d'important pour le reste de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment juste de la redite de l'épisode 4, sauf que cette fois-ci on a les moyens et on le fait en plus gros, avec une mise en scène beaucoup plus orientée action, une mise en scène assez différente, mais grosso modo c'est quand même ça, quoi. C'est strictement le scénario de base du premier film repris avec une plus grosse planète, et typiquement à la fin quand cette scène-là, ça fait sourire, en même temps tu te dis ah mais c'est tout le défaut du film, quoi. C'est juste qu'il a repris la même chose et il l'a fait en plus grand.
Et je vois ce que tu veux dire, oui. Et je trouve que le côté miroir de la saga que Lucas avait réussi à faire de façon subtile, c'est-à-dire que tu regardes l'épisode 1, effectivement, c'est le même scénario que Star Wars 4, sauf que tu t'en rends pas compte du tout. Parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui viennent dans le truc, tu découvres la République, tu découvres des nouveaux peuples, des nouveaux personnages, des nouveaux environnements, et on va y revenir un peu plus tard aux environnements et tout le reste, mais là tu découvrais quelque chose de neuf, et c'était tellement remanié, c'était tellement réécrit d'une autre façon, que du coup tu sentais pas du tout le rapport. Là, je veux dire, le rapport, il est même pas réécrit, il est tel quel, il a juste été un petit peu mis à jour et un petit peu modernisé, et c'est ça que moi je trouve pas très très bon, et je trouve qu'en particulier les nouveaux éléments n'apportent rien de plus dans le film. Ça va se voir aussi au niveau des personnages quand on en parlera, mais je trouve que les nouveaux personnages n'ont pas grand chose d'intéressant à amener à cette saga. Pour l'instant, pour ce nouveau film. Ah, t'es méchant! Pour l'instant, pour ce nouveau film, ça évoluera avec les suivants. Mais dans celui-ci tel quel, j'ai du mal à voir l'intérêt des personnages. Mais les personnages, on fera un truc dessus de particulier, mais là, c'est vraiment ce qui concerne le côté miroir, etc. Pour ce qui est d'une nouvelle saga, tu trouves, toi, que c'est une bonne histoire pour lancer une nouvelle saga entière dessus? T'as pas l'impression que c'est un petit peu quand même une ressucée du principe il y en a plus qu'un qui peut nous sauver. On demande pas finalement trop à Star Wars de faire autre chose aussi, c'est ça qui est intéressant. C'était le principe et le pari en fait qu'avait Abrams, c'était de reprendre finalement une histoire de voyage très simple, d'en refaire une et d'en refaire une réussie. Après, si tu veux, faudra attendre les autres épisodes pour voir si c'est totalement réussi en fait, à ce niveau-là, au niveau de la cohérence de l'ensemble, en fait. Il y a un souci global avec la reprise de Star Wars, on aurait peut-être dû commencer par là d'ailleurs, c'est que comment est-ce que les gens voient Star Wars? C'était en fait c'est un des premiers points que j'avais mis, je viens de m'en rappeler, mais c'était il y a des gens qui voient Star Wars pour différentes choses, il y a des gens qui voient Star Wars pour l'aventure des personnages et parce qu'ils aiment bien ces personnages, il y a des gens qui vont le voir pour l'histoire, il y a des gens qui vont le voir pour le côté sci-fi épique. Et je crois que tout le monde a un peu sa définition de ce qu'est Star Wars parce que chaque Star Wars a fait un truc différent. Le premier Star Wars de Lucas, c'était très personnage et installer le monomythe. Ensuite, il y a eu un film qui était plutôt orienté action. Ensuite, il y a eu un film qui était juste sur le scénario concret. Et ensuite, quand Lucas a récupéré sa saga, il a fait que de l'histoire. Puis uniquement de l'histoire avec des grands enjeux politiques, des choses dans ce genre-là. Et les personnages étaient présents, mais beaucoup moins forts que dans l'autre trilogie. Et c'est aussi pour ça que les gens aiment pas trop la première trilogie. Alors peut-être, d'accord. Donc là, tu me donnes du grain à moudre. Parce qu'en fait, tu remarques qu'on n'est plus tellement dans du politique, là. Absolument. Ça, c'est ce qui est intéressant peut-être dans le set aussi. Abrams a voulu complètement délaisser toute la portée politique. Il n'y a même presque pas de contexte. C'est-à-dire, on a une république et un empire, tu sais pas trop... On va y venir. Ma prochaine question, c'était le nouvel ordre. Tu sais pas pourquoi? On combine les deux. Écoute, tu sais pas pourquoi ils sont là. Alors, c'est à la fois une qualité et un défaut parce que Abrams joue en fait un peu sur cet aspect tellement fantastique on est dans un univers, prends le train en marche. Lucas, il avait vraiment fait de sa prélogie vraiment une espèce de fresque politique avec tout le truc chancelier, le Sénat, la guerre, etc. Qui est fait pour, le 1, 2, 3, c'est vraiment... Le 1, 2, 3, c'est vraiment politique. Et là, on est vraiment beaucoup plus dans du religieux. Et le personnage de Kylo Ren, c'est du religieux à 2000%. C'est-à-dire, le type, il a sa vieille relique, c'est le masque de Vador. Et il vénère ça, si tu veux, pour se donner une espèce de force. J'ai lu une critique qui faisait un rapprochement avec l'extrémisme religieux. Puisqu'on n'est plus dans une optique post-11 septembre, en fait. Maintenant, on a un peu dépassé ça, si tu veux, la période blockbuster style Batman Begins, etc., Dark Knight et compagnie. Mais on est plus là dans une optique, une espèce de peur, en fait, du fanatisme. Bon. Et je suis pas sûr que le film soit là-dessus, justement. C'est ça le souci, c'est que le film est tellement vague que je crois que tout le monde... Non, c'est juste, j'ai juste trouvé ça intéressant d'avoir un méchant comme ça. Je dis pas que c'est une allégorie sur le fanatisme religieux complet. Mais là, on est vraiment plus, il y a plus du tout de politique et uniquement, en fait, du personnage avec de la foi. Ouais. C'est vraiment, est-ce que tu crois en la force, est-ce que tu y crois pas? Et finalement, quand le personnage de Daisy Ridley, en fait, elle découvre la force, si tu veux, elle se met à y croire parce qu'elle se met à découvrir qu'elle a une affinité avec. C'est-à-dire quand elle se met à croire avec le grand C, si tu veux, c'est là qu'elle se découvre elle-même. Les personnages de Abrams, ils ont toujours été... C'est pour ça que finalement, c'est Star Wars qui se greffe sur Abrams de manière assez directe. Tu trouves pas que les Jedi sont les personnes les plus facilement oubliables de l'univers? À chaque fois, en l'espace de 20 ans, ça devient des légendes, les mecs. En 20 ans, vous êtes sérieux? Tout le monde vous oublie. Si tu veux, les personnages d'Abrams, t'as ça aussi dans Super 8, t'as ça aussi dans le premier Star Trek. C'est des personnages qui se découvrent. Mais pas dans une quête identitaire, mais ils se découvrent par leur relation avec les autres.
C'est-à-dire, c'est le groupe qui va permettre à un individu de se découvrir lui-même. Et donc, du coup, la Star Wars, c'était tout indiqué, tu vois. C'est sa relation qu'elle va avoir avec Han Solo. Bon, là, c'est peut-être d'ailleurs, c'était peut-être un peu gros, c'est amené un peu comme un cheveu sur la soupe. Moi, je vais dire, le problème que j'ai avec ça, c'est que... C'est mon papa. Du coup, c'est une nouvelle saga. Ouais. Et pour la première fois dans l'histoire de Star Wars, c'est la première fois qu'on a une saga qui démarre alors qu'on sait déjà tout ce qu'il y a eu avant. On sait déjà tous les événements qui ont eu lieu précédemment. Ouais. Et en voulant à nouveau refaire cette histoire de structure en miroir avec l'autre saga et de reprendre certains trucs, etc., on a déjà fait la structure en miroir. Là, pour le coup, c'est le premier qui fait une vraie suite. Ouais. Donc c'est le premier qui pourrait justement essayer de faire quelque chose de neuf. Et en fait, il a fait que reprendre tout ce qui était vieux. Donc en fait, cette suite n'a plus aucune utilité. Non, ça parce qu'il refait ce qui a été fait exactement dans l'autre saga, d'une façon que les gens n'ont pas aimé, mais il refait ce qui a été fait dans l'autre saga, c'est-à-dire reprendre la même structure et ne rien y ajouter de plus. Mais non, parce qu'il retourne en fait le truc, il y a une nouvelle façon d'aborder les éléments et les événements. Les deux, j'insiste sur les deux. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, le personnage de Kylo, c'est plus un personnage qui est dans la lumière et qui a peur de tomber dans le côté obscur, c'est un personnage qui est dans le côté obscur et qui a peur de tomber dans la lumière. On est limite dans l'anachronisme. Oui, et cultiver l'anachronisme. Non, on s'en fout pas. C'est une nouvelle façon d'aborder les personnages, de démystifier pour remystifier. Oui. Juste faire l'inverse, je trouve pas que ce soit très intéressant. Justement, Lucas a fait une saga qui était inversée et on s'en est quasiment pas rendu compte. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cette saga. La prélogie. La prélogie, la deuxième trilogie qu'il a fait. Oui. Et là, je trouve que c'est assez feignant et de façon générale, mettre plus de personnages et moins de politique, je veux bien. Mais là, dans ce film, il y a plus du tout de politique. C'est-à-dire que c'est tout con. C'est vrai que ça c'est dommage. Là, j'en viens du coup le contexte, quoi. Au vrai reproche historique. On n'a pas de contexte dans ce film. On débarque dans cette histoire, on nous dit bon bah voilà, il s'est passé ça, Luke Skywalker a disparu et puis maintenant démerdez-vous. Et on n'a pas envie de se dire mais vous êtes gentils, nous on a vu la victoire. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Que je disais, à un moment dans ma critique, ce film commence trop tard. Pour moi, ce film il aurait dû commencer au moment où Kylo passe dans le côté obscur en fait. Au moment où le fils de Han Solo devient Kylo Ren, je pense que c'est là que le film aurait dû commencer quand on voit les Skywalker essayer de recréer la galaxie, recréer le Congrès, etc. Enfin le Sénat, et voir du coup leurs propres descendants foutre ça en l'air, tuer tout le monde et casser tout le projet. Je trouve que ça aurait été un début d'histoire plus fort, qui nous aurait plus mis dedans que simplement là dire bon bah voilà, bon vous avez eu la victoire l'autre fois, mais en fait c'est à nouveau la merde, donc c'est bon on repart pour 3 films. C'est un petit peu basique. Et mon gros reproche là-dessus, c'est que cette absence de contexte est quasi entièrement due à la technique commerciale de Disney, qui en fait sort des comics et des romans pour t'expliquer ce qui s'est passé entre les épisodes 6 et 7, et que tu puisses les acheter en plus pour savoir ce qui s'est passé. C'est qu'une stratégie commerciale et marketing, et je trouve que tout ça a été complètement viré de Star Wars pour de très mauvaises raisons. En fait, c'est ça le truc, c'est que je trouve qu'il y a tous les choix qui sont faits sont assez trop simplistes, trop feignants, et faits pour les mauvaises raisons souvent. Il est très très dur là, je trouve. Non, mais moi je trouve c'est intéressant le mécanisme de faire qu'il s'est passé 30 ans à la fois dans la diégèse et chez nous là, tu vois. Ouais, mais parlons-nous-en, parce que je veux dire là ils en parlent absolument jamais. Je veux dire pareil, un truc tout con, mais pourquoi est-ce que Leia est encore la chef des rebelles? Pourquoi il y a encore des rebelles? Ça fait 30 ans qu'ils ont gagné, pourquoi il y a encore des rebelles? C'est quoi le pouvoir en place? Alors ça rejoint par contre... Non mais tu sais, c'est par exemple quand le Nouvel Ordre détruit des planètes là. Oui. On sait pas ce que c'est ces planètes. On reconnaît vite fait Coruscant parce qu'on a une petite scène vite fait avec des gens qui sont dans Coruscant, mais on sait pas si c'est redevenu le centre du pouvoir ou pas. On sait pas si tous les républicains je crois qu'il parle de vouloir détruire le Sénat purement et simplement. On sait pas où sont les rebelles là-dedans. Est-ce que les rebelles sont devenus une force politique? Il y a plus raison d'avoir des rebelles si on n'a plus d'ennemis a priori. Donc pourquoi est-ce qu'il y a encore des rebelles? Pourquoi ils ont encore des bases? Pourquoi tout ça? Et tu vois, la résistance. On dit la résistance. On ne dit plus les rebelles depuis 25 ans. Et tout ce problème de contexte, je trouve qu'il manque énormément et pour de mauvaises raisons. Oui. Là-dessus, je suis assez d'accord. Ça empêche, je trouve, de rentrer pleinement dans l'histoire de ces personnages. Je suis assez d'accord, mais tu sens aussi qu'Abrams n'a pas voulu s'encombrer. Tout simplement. Ah bah ça se voit, oui. Donc non, mais dans le bon sens du terme, il n'a pas voulu s'encombrer justement de ce qui ne plaisait pas dans la prélogie pour beaucoup. C'était d'un espèce de faux discours politique. C'est pas faux du tout, mais... Non, mais s'il faut dans le sens perte de temps. Lucas a peut-être fait sa prélogie intégralement là-dessus, mais tu sens qu'Abrams n'a pas du tout envie de faire sa trilogie là-dessus. Quand on y réfléchit, dans l'épisode 4, la seule véritable... le contexte politique qui nous est donné avec l'introduction, si tu veux. Mais non, parce que si tu te souviens, dans le 4, t'as le grand mof Wiluf Tarkin, je sais pas comment ça se dit, qui dit le Sénat est contre nous, on va finir par le fermer complètement, et puis il y a des rebelles, et puis il y a des machins. Oui, rapidement. Tout ça t'est expliqué vraiment concrètement, alors que là, on ne sait même pas quel est le pouvoir en place. Rapidement, on sait pas quel est le régime. Je suis pas tellement d'accord. Dans l'épisode 4, l'Empire représente une espèce de
d'autorité suprême, mais qui est autre. Oui, parce que là, t'en as pas besoin. Dans l'épisode 4, c'est vraiment c'est les envahisseurs qui sont là, tu sais, voilà. Ce n'est pas des envahisseurs, c'est qu'ils sont déjà là. Oui, mais ils apparaissent comme une forme d'envahisseurs, si tu veux. Et il y a une rébellion qui... Toi, si tu veux, en tant que spectateur, t'es pour la rébellion, et la rébellion t'apparaît justement comme le pouvoir qu'il faut essayer de conserver face à ces envahisseurs, même si, dans le film, il est très clairement dit que c'est l'Empire qui est au pouvoir, etc. Je te parle de ce que et c'est justement là que c'est intéressant. Ce que le spectateur ressent, c'est que t'es envahi par cette espèce de force qui n'a ni visage, finalement, ni nom, l'Empire. Peu importe ce qu'on ressent, c'est que ça manque quand même. Oui. C'est pas là, et ça explique pas le contexte, et ça explique pas... Ça explique pas beaucoup de choses, et ça empêche de rendre de l'importance à certains événements, à certains personnages. Non mais là-dessus, on est plus ou moins d'accord. Tu sais pas non plus comment ils ont pu construire sur une planète entière, si tu veux, une base gigantesque que tu démontes, que tu fais exploser en cassant 3 piliers, tu sais. Mais tu sais, en plus, mais ça, j'ai l'impression. Si les passages chiants et la prélogie qu'on a traité de chiante, c'est très bien. Moi, pour le coup, j'ai l'impression que ce set ne s'arrête jamais. Non, moi, j'ai pas dit que c'était chiant. J'ai dit qu'il s'encombrait beaucoup. Voilà, l'épisode 2. L'épisode 2. C'est un peu mou, quoi. L'épisode 2 que personnellement, si tu veux, c'est vraiment, l'épisode 2, pour moi, c'est le trou, quoi. Oui. C'est l'encombrement, quoi. Pur et dur, quoi. Où ils sont là, ils causent. Et tu remarques que l'épisode 2 est vraiment l'épisode qui se sépare le plus du schéma classique, en fait, Star Wars, quoi. Ça commence et ça se termine d'une façon totalement anachronique par rapport aux autres épisodes, quoi. Donc, mais là, je suis d'accord avec toi. Je dis juste que je peux comprendre Abrams qui a voulu se débarrasser, en fait, comme ça, d'espèces d'oripeaux un peu prétexte, voilà, pourquoi il y a des gentils, pourquoi il y a des méchants. Je trouve qu'il s'en est trop débarrassé. Ouais. Moi, c'est ça mon reproche. Je comprends très bien qu'on s'en débarrasse parce qu'on a envie de faire plus d'action, qu'on a envie que les scènes se mélangent plus vite, mais globalement, ce film, il se pose jamais, il s'arrête jamais, il s'instaure jamais ni une ambiance, ni un contexte. Et moi, je trouve ça très emmerdant pour un film comme Star Wars de n'instaurer ni une ambiance, ni un contexte. Et à chaque fois qu'il t'instaure quelque chose, c'est pas parce que le film a réussi à le faire, c'est parce que le film a réussi à te rappeler un événement d'un autre film suffisamment bien pour que tu sois dans ce contexte-là. Par exemple, je dis ça pour illustrer le bar dans lequel ils vont boire un coup, c'est clairement la cantina, elle est pas dans une planète de sable, mais c'est la cantina sur notre planète. Tu vois. Et c'est pas vraiment parce que cette espèce de cantina bis. Voilà. Et c'est pas parce que le décor est spécialement neuf. Avec presque des reprises de plans, t'as vu, parce qu'il y a où ils te montrent les bestioles. Exactement. Oui, j'ai bien aimé d'ailleurs cette scène, moi. parce qu'on en veut quelque part en tant que spectateur aussi. Tu réclames voilà, on veut une autre scène comme ça avec des créatures étranges, tu vois, qui viennent se réunir dans un espèce d'espace complètement. Mais pas la même. Oui, mais j'ai l'impression que là, c'est exactement la même. Oui. Il y a presque les mêmes lumières, tu vois. Enfin, la lumière est aussi tamisée, etc. Donc. Oui, je suis d'accord. C'est encore une fois, très bien un peu de fanservice, refaites-moi vivre un peu des autres films, c'est ce que m'ont fait aussi les autres épisodes, mais... L'espèce de Yoda bis vient s'ajouter... mais mettez-moi un peu de plus là-dedans, quoi. Alors oui, si tu veux, on peut peut-être passer au personnage, parce que là, je pense qu'on est... Non. On va pas passer au personnage, parce que je vais en profiter pour... Non, mais je vais en profiter pour apporter quelque chose que je vois pas beaucoup de gens apporter. Vas-y. C'est l'apport de l'univers étendu. Qui n'existe plus. Abrams s'est inspiré vachement de l'univers en fait supplémentaire qu'il y a autour de Star Wars pour son histoire. Les romans de Timothy. Alors, là, même pas en fait. Bon, alors, les fans, les puristes de la mort qui tuent me reprendront. Les fils de Han Solo et de la princesse Leia et le fils de Luke Skywalker par exemple, ils y sont dans les livres. Il y en a. Le fils de Luke d'ailleurs s'appelle Ben. Ouais. Très amusant du coup. Mais les enfants par contre de Solo c'est pas du tout pareil, c'est Jason et Hayden Solo. Bref, les puristes vont me reprendre dans les commentaires, ça va être terrible parce que ça fait longtemps. Les romans comme ça qui se passent après l'épisode 6, ça fait longtemps. Par contre, là où je trouve que Abrams vraiment a repris un truc entier, un pan entier vraiment de la mythologie en fait de l'univers étendu de Star Wars. C'est pour ça la mythologie, j'utilise le terme. C'est dans un jeu qui s'appelle KOTOR, où tu as une base, une forge, c'est-à-dire donc c'est une base qui permet de construire des vaisseaux, d'accord, qui s'appelle la forge stellaire et qui utilise l'énergie d'une étoile pour produire une armée infinie de vaisseaux. Et vraiment, t'as une image, t'as la forge et tu vois l'énergie nucléaire de l'étoile, si tu veux, qui est aspirée dans la forge et t'as des vaisseaux de méchants qui sortent du truc, tu vois. Donc on va dire que c'est légèrement c'est légèrement réminiscent effectivement. Oui, non mais complètement. Mais moi j'ai bien aimé parce que ça te montre que Abrams est un fan qui fait pour les fans. Alors, ça a ses limites, mais en l'occurrence, il a réussi comme ça à choper en fait un peu partout. Les fans puristes verront aussi par exemple dans le look de Kylo Ren et son masque, c'est complètement le look d'un Sith en fait, pareil dans cet univers. D'accord. Dark Revan pour les plus grands.
Il y a que les, Dark Revan. Dark Revan. Il y a que les vrais qui sauront, là, tu vois. Oui. Et justement, je trouve ça intéressant. Il a pris comme ça, si tu veux, et il a tissé son propre machin, en y ajoutant sa propre patte, son propre truc, et en voulant créer sa propre histoire. Alors après, elle vaut ce qu'elle vaut. Ce qui est emmerdant, c'est que le réalisateur fasse ça, quand dans le même temps, Disney sucre l'univers étendu, en disant, maintenant, on va faire le nôtre. Donc, tout ce qui a été fait avant, ça n'existera plus, ce sera notre univers. Alors ça, c'est un autre débat. Ouais, mais non, mais du coup, c'est un ensemble, tu vois, Star Wars. C'est tout un ensemble de trucs, et je trouve que quand le réalisateur te fait un truc ultra à fond pour les fans, chier sur les fans en retirant l'univers attendu après, et en mettant quand même plein d'éléments dans le film sans vraiment le dire, ça fait un petit peu truc de pute quand même. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà, je voulais apporter cet élément-là parce que il y a peu de gens qui peuvent l'apporter, puisqu'il faut avoir passé ces années de jeunesse là-dedans. Enfin, moi, j'y pensais pas du fait de la disparition de l'univers étendu de la main de Star Wars. Tu as raison quelque part. Il faut regarder le film sans faire attention à ça. Faut se mettre des œillères et être vierge de tout ça pour regarder le film, quoi. Donc tu veux passer au personnage? Je pense qu'on va passer au personnage, et comme tu parles de ça, j'ai envie de commencer par parler de celui dont personne n'a parlé jusque-là parce qu'on le connaissait pas, Snoke. Oui. Qui va être notre grand méchant. Voldemort. Et qui, alors, je veux dire... Je n'ai pas compris. Pour te reprendre un bon méchant, enfin, on te remet un méchant, déjà c'est pas lui le méchant principal, c'est parce que il reproduit la construction des autres, ils vont le révéler dans le 9, tu vois, on le battra dans le 9, mais quand même... Dans le 8, tu vas l'avoir dans le 8, je suis sûr. C'est pas ouf. Oui, non, je sais même pas si c'est vraiment un géant parce que c'est un hologramme qu'on voit depuis le début, donc on sait très bien qu'ils adorent mettre des hologrammes d'empereurs géants dans Star Wars. Donc est-ce que c'est un mec qui est tout petit à la base ou est-ce que c'est vraiment un mec géant? Je pense qu'il est de taille normale et qu'ils font comme si. Mais s'il était vraiment géant, ça pourrait avoir un truc, tu vois, ça pourrait faire un espèce de truc, d'espèce de géant. Oui, mais je pense que c'est vraiment pour lui donner une forme. Côté vraiment iconique, tu vois. Ouais, je pense aussi parce que le grand méchant sur son, tu vois, Abraham Lincoln. Tu vois, c'est complètement. Mais non, mais si, c'est un peu ça. Et je ne comprends pas. C'est le leader dans son de la part de Abrams, justement, Abrams qui a tellement voulu faire une espèce d'alliance. Et ça date depuis ses premiers, hein, depuis Star Trek 1, et puis évidemment t'as Super 8 comme ça. Cette alliance entre numérique et vraiment le côté très plastique en fait du cinéma. Attends, parce que ça je vais en parler après dans la mise en scène. Non mais là c'est important pour lui. Pourquoi est-ce qu'il nous fait ce type un méchant en 3D. Un méchant en 3D avec le visage le plus lambda de la Terre. Vraiment c'est le grand méchant comme on en voit depuis 15 ans là. C'est un espèce de Red Skull blanc. Espèce de truc. J'ai vu ça, je n'ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Ben moi non plus, j'ai pas compris. D'autant que c'est de la vraie incompréhension. Hein. C'est pas une. Non, mais vraiment de la compréhension, mais totale parce que si tu veux on va aborder ça rapidement au niveau de la mise en scène. Ouais. Mais tout ce film s'est vendu. Je lui pourris son programme. Tout ce film, oui, parce que moi j'avais fait un petit plan pour une fois, hein, et ben je vais même pas pouvoir le suivre. Mais merde, du coup tu m'as fait perdre ce que je voulais dire. Désolé. Il est. Oui. Il est très grand. Il a été annoncé depuis le début de ce film qu'il allait faire quasi que des choses en décor réel. Ils allaient mettre plein de décors réels, ils allaient faire plein de créatures en réel, ils allaient faire plein de machins. Votre méchant principal est en image de synthèse. Vous êtes con ou quoi? Enfin merde. Ça y est, il s'énerve. Bah là pour le coup je m'énerve parce que c'est ce que je supporte pas, c'est ne pas respecter ses propres intentions de réalisation. Oui, mais je sais pas si là c'est une volonté de pas, enfin comment dire, je sais pas si là il résout pas ses. Non mais qu'il soit en hologramme ou pas, il sera de toute façon en 3D ce personnage. Manifestement il va jamais être fait par un acteur réel. Il a été instauré comme ça. Il y a un acteur réel en dessous je crois, mais bah même pas, c'est que c'est sous des petits capteurs. Mais non mais c'est comment il s'appelle, le seul acteur connu, Andy Serkis. C'est lui qui fait le personnage avec des dots, enfin des trucs partout. Oui, c'est lui, ouais. Moi je veux bien, enfin. Justement, Andy Serkis, il a une gueule, quoi. Mettez-lui une prothèse sympa, mettez-lui un truc et faites-en un méchant avec un peu de classe. Pas un mec tout blanc, parce qu'un mec tout blanc, ça ressemble à l'empereur de Palpatine, donc essayez de mettre un mec qui a une autre couleur au moins, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, là, je trouve que, tu vois, inspiration zéro pour un des trucs importants du truc, c'est le méchant, quoi. C'est lui qui a refoutu le bordel partout. Et encore une fois, niveau histoire, on sait pas d'où il sort, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est là. C'est très bien, parce que ça laisse des choses à savoir dans les autres épisodes. Mais comme on a un vide total dans tous les aspects, c'est-à-dire qu'on sait ni pourquoi les choses sont comme ça, ni depuis quand elles sont comme ça, ni pourquoi est-ce que ce mec, ni d'où sort ce mec, pourquoi est-ce qu'il décide de changer, etc. Comment est-ce qu'il est venu parler aux autres et tout le bordel, enfin, à Kylo Ren et son subalterne blond, là. On en reparlera des méchants. mais du coup, voilà, je trouvais que c'était... Il hurle très fort, celui-ci. Son subalterne. C'est vrai. C'est ça pour le coup. Je vais trouver ça. Tu la sens la petite inspiration d'Hitler, vite fait. J'ai trouvé qu'il avait un peu grossi le trait, quoi. Ah, un petit peu grossi le trait. Bon, alors, maintenant qu'on a vite fait parler donc de l'intrigue du méchant, on parle des personnages. Bah oui, on continue justement, on peut continuer si tu veux sur Kylo, parce que je trouve que c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué, j'ai vu, ou qui lui trouvait une espèce de côté finalement minable.
Et c'est ce que moi, justement, j'ai beaucoup aimé. Ça pose une question intéressante. Et est-ce que c'est de la facilité, en fait, de la part d'Abrams? C'est une vraie question que je pose parce que je suis indécis là-dessus. Je lirai les commentaires. Il savait très bien, Abrams, qu'il pourrait pas faire un méchant, en fait, de l'envergure de Dark Vador. C'était impossible. Simplement au niveau de la construction de son film. C'était pas possible de supplanter un truc pareil, un personnage pareil. Parce que justement, encore à cause de cette mythologie qu'il y a derrière, quoi. Ce côté presque religieux que possède Star Wars. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas une relation entre Kylo Ren et le petit jeune boutonneux qui est fan de Star Wars et qui regarde Star Wars comme une religion, là où Kylo Ren regarde le casque de Dark Vador comme une religion. Je pense vraiment qu'il y a tout un schéma comme ça intéressant à regarder. Ouais. Et moi, j'ai adoré. Mais après, je pose vraiment la question si c'est une question, un truc, une espèce de facilité de la part d'Abrams. Comme il savait très bien qu'il allait pas faire un personnage aussi emblématique, il s'est dit, bon, bah, je vais en faire un vraiment qui est vraiment dans le pathétique total. C'est-à-dire qu'il veut absolument devenir aussi iconique que Vador, mais il peut pas y arriver, il le sait très bien. Et voilà, la question que je pose, c'est si c'est de la facilité, alors que moi, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il assume complètement ça. Et du coup, t'as en face de toi un personnage vraiment qui est dans le pathétique total. Et c'est vachement bien foutu au niveau justement du coup de sa relation avec les autres. C'est-à-dire quand il s'énerve, là où Dark Vador étranglait des gens, lui il prend son sabre, tu sais, et puis il casse tout comme un gamin, vraiment comme un gamin. Le méchant, je trouve que c'est tout simplement c'est couillu d'avoir même Anakin l'avait pas fait. Même Anakin, d'avoir fait de ton méchant un gosse complètement paumé en fait. Je trouve que fallait les sortir quoi pour parler franchement. Alors, tu vois. Je dois t'avouer que pour cet aspect-là en particulier, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que c'est non vraiment, je trouve que c'est assez couillu de sortir un personnage qui soit le personnage d'un espèce de petit con pleurnichard qui est juste persuadé qu'il... On n'utilise pas le même vocabulaire. Mais j'ai un vocabulaire plus fleuri, mais c'est cette idée effectivement d'un méchant qui est coléreux, qui est un peu infantile, un peu puéril et qui n'est même pas Sith. Je veux dire, il a même qui est même pas Sith et qui est même pas complètement accompli en tant que fils puisqu'il a rejeté son père avant même d'être majeur ou quoi que ce soit. Enfin, T'as vu qu'il y en a qui ont critiqué le fait qu'ils arrivaient à se battre contre lui à la fin dans la neige et tout alors qu'il est censé être Sith, mais il est clairement sous-entendu que lui même n'a aucune formation et ça te permet de répondre bien. Ça se dit pas, il a pas aucune formation parce que l'empereur dit il doit finir son entraînement. Mais il en a aucun. Je pense que l'empereur, l'espèce de leader suprême, je pense très sincèrement qu'il a juste vu en lui un potentiel de pouvoir. Ils en parlent d'ailleurs et il l'a lâché si tu veux là-dedans avec une cape noire en lui disant vas-y utilise la force. D'ailleurs, c'est pour ça que je te dis aussi que tu critiquais le fait que ça reprenait l'épisode 4, mais même la force elle-même, et ça aussi c'est couillu, a un traitement légèrement différent. C'est-à-dire que maintenant, elle se révèle à toi, et en se révélant à toi, tu as immédiatement une affinité. Alors ça, je l'ai pas lu comme ça, pour le coup. C'est pour ça que elle, si tu veux, il y a cette relation aussi avec le spectateur qu'on est. Elle a fait ce que tout gamin, après avoir regardé Star Wars, a essayé de faire avec sa maîtresse, c'est-à-dire essayer de... Alors moi, je l'ai vu uniquement comme ça. Tu vas arrêter le cours et partir de la salle, tu sais. Non mais moi, elle fait exactement ça. J'ai vu ça uniquement comme ça, c'est encore un problème d'histoire, tu vois. Le personnage pense que c'est des légendes, les Jedi. Vraiment, ça fait longtemps qu'ils n'existent plus, tu vois. Oui. Et à partir du moment où, vite fait, elle a eu la sensation très très rapidement de sentir qu'il y avait quelque chose avec la force, elle sait déjà que ça existe, le côté du fais quelque chose parce que j'ai bougé la main. Enfin, si tu sais même pas vraiment comment ça existe, tu sais même pas ce que sont les Jedi, comment est-ce que tu peux savoir les techniques? Parce qu'elle le ressent au fond de ses tripes. Alors, non mais, tu vois, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est l'explication qui marche très très bien. C'est la force qui peut aussi te dicter les choses. La force te fait avancer. Quand Luke doit lancer sa bombe à la fin de l'épisode 4, on lui dit, utilise que la force, utilise rien d'autre. La force, elle va te guider toute seule. C'est d'accord. Pour ça, c'est très bien. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un a eu un minimum d'entraînement à côté, qu'il a ne serait-ce qu'au moins son sabre dans la main depuis 3-4 jours de plus, c'est vrai qu'il y a quand même un côté un peu loufoque. Est-ce qu'une personne qui n'a jamais tenu de sabre dans la main, qui s'est battue avec un bâton, mais c'est pas la même chose de battre avec un bâton et avec un sabre, oui, mais c'est pour montrer qu'elle l'a déjà dans la peau, puisse très bien s'en sortir, etc. Ouais, non, mais c'est très bien, mais tout ça est un peu trop forcé et n'aurait pas été nécessaire, tu vois. Si on était arrivé plus tôt dans l'histoire, on aurait pu faire en sorte que le personnage qui va être contre Kylo Ren soit un autre apprenti aussi, ou un truc dans ce genre-là. Mais là, t'aurais eu exactement le même fonctionnement que la construction de Luke, tu vois, qui découvre ça progressivement, petit à petit. Mais non, pas aussi. Tu vois, ça aurait été marrant que le méchant et le héros et tous les deux appris en même temps et qu'ils aient ce côté, cette relation comme ça depuis la naissance. Bon, c'est un autre scénario si tu veux, mais finalement, est-ce que c'est pas le cas? Dans le truc simpliste, ça peut être, bah non, parce qu'elle sait même pas qui est son papa, elle a jamais eu d'entraînement, elle a rien eu, tu vois. Donc oui, mais lui non plus, c'est ça que j'essaie de te dire, ça se voit, son sabre laser. Pourquoi est-ce qu'il est... Moi, je trouve que ça te permet de très bien expliquer. Pour ça qu'il est niqué, etc. Et qu'il a également 2 petites excroissances sur le côté comme ça. Ils sous-entendent très bien que c'est lui qui l'a fabriqué, en fait. Alors, ça appuie aussi ton côté religion, parce que Abraham a dit lui-même que le côté croix était un peu sous-entendu quand même.
Bon, ça, je le vois pas. C'est vraiment pour le côté esthétique de l'épée, tu vois, l'épée. Le fait que ce soit un laser qui marche pas bien. Oui. Le fait qu'il est instable et que. Oui, c'est vrai. Donc, le fait qu'il soit torturé. Ça fonctionne. Le sabre illustre. C'est vrai, ça fonctionne. Mais voilà, ça permet vraiment de te montrer que ce Kylo a fabriqué son sabre lui-même parce qu'il veut jouer au grand, tout simplement. Et je trouve ça stylé. Je trouve que c'est intéressant. On n'avait jamais vu ça dans Star Wars, parce que je parle aussi de l'univers étendu inclus. C'est pour ça que je trouve qu'Abrams a vraiment rajouté son petit truc. Le personnage de Kylo, c'est pour ça aussi que je le trouve très intéressant. Il représente l'absence, en fait. Alors là, l'absence de Dark Vador. C'est-à-dire qu'il est ce personnage-là. Il est un personnage d'absence. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que c'est le fils qui est parti, parce que c'est machin. Non, non, sinon pour le coup, je vois pas du tout le côté absence. Le film tout entier repose, ça c'est quelque chose de très moderne, sur la mécanique de l'absence. Tu vois des épaves de Star Destroyer, tu vois une épave de Hat-Hat à un moment, on parle de Luke Skywalker de long en large, etc. On n'arrête pas de le citer, mais il est pas là, jusqu'à ce qu'on le voit à la fin. Oui. Et de la même manière, je trouve que Kylo représente aussi cette absence de Dark Vador, c'est-à-dire qu'ils représentent tous, et ils parlent tous, et ils construisent tous, en fait, et le film se construit comme ça, sur une mécanique de la présence de l'absence. Là, j'emprunte l'expression à un critique qui s'appelle André Habib. La présence de l'absence. Je trouve ça amusant parce que la mécanique, en fait, de construction comme ça du film, elle diffère un peu de la modernité qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la ruine au cinéma. Alors là, on rentre un peu dans le côté un peu technique, désolé, je fais une vieille parenthèse. La ruine au cinéma, si tu veux, c'est la contemplation un peu de ce qui était et qui n'est plus. Ça, c'est le truc, c'est post-guerre mondiale direct, mais également post-Vietnam, parce que tu la perte de soi, etc. Le nouvel Hollywood, bref, tu vois, et on en revient encore après à Star Wars, bim, 77. Mais t'as ce côté-là, c'est la contemplation de la perte. Et aujourd'hui, on est passé dans une nouvelle ère où la contemplation de la ruine, la contemplation de ce qui n'est plus, c'est la contemplation des vieux films comme ça, vieux films des années 70-80, des vieux blockbusters, de la naissance des blockbusters, où on sait très bien qu'on ne les aura plus. Et je trouve que t'as complètement ça dans l'épisode 7. T'as ce côté, regardez la carcasse de la Hat, regardez la carcasse du Destroyer, on avait ça et on sait qu'on ne l'a plus, et il va falloir, sur les cendres, en fait, de tout ce petit bazar-là, on va reconstruire quelque chose de nouveau. La mécanique d'Abrams, elle est totalement là-dedans. Et c'est pour ça que je dis que Kylo Ren représente complètement cette mécanique de la présence d'absence, avec le masque de Dark Vador, donc. Alors, il représente ce qui était perdu et ce qui ne peut pas revenir. Mais qu'on continue de contempler parce que c'est pas là. Le problème, c'est que tout revient. Je veux bien cette attention, mais. Oui, après tout, c'est le réveil. D'accord. Ouais, mais c'est fait exprès quelque part. C'est une volonté aussi de te dire ça revient, mais sous une nouvelle forme. Donc, à partir de ce moment-là, je suis prêt à accepter. C'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, visuellement, il y a absolument rien de nouveau dans ce film. Ça, ce sera plus tard dans la mise en scène, mais il y a vraiment, enfin, bon, on va revenir un peu plus loin. Ouais. On va essayer de continuer sur les personnages quand même rapidement. Excuse-moi. On parlait donc de ce fameux Hux, qui est le deuxième méchant, on va dire. C'est le soldat SS de Nouvel Ordre. Il m'a éclaté, lui. Et alors, du coup, en fait, sur les deux personnages, je vais revenir sur cette idée globale du problème des jeunes acteurs. Parce que, comme je t'ai dit, sur Kylo Ren, je te rejoins sur beaucoup de choses. C'est intéressant, c'est un bon coup de coronesse, de mettre un méchant comme ça, instable. Et d'un autre côté, je trouve que, encore une fois, tout ça découle de ce côté ultra commercial et fanservice de Star Wars, qui consiste simplement à faire des films avec des acteurs qui ont le même âge que la plupart des spectateurs, ou que les plupart des spectateurs ont envie de voir, et de leur mettre des personnages de leur âge à eux. Et autant il y a des choses qui vont bien, qui sont logiques, autant je comprends pas que tous les personnages qui deviennent centraux de l'intrigue soient des personnages jeunes comme ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un qui pourrait avoir un peu plus de vie, en particulier justement au niveau des méchants? Alors autant Kylo, je trouve que ça rend un personnage intéressant, autant Hux, qui est le blond aux yeux bleus, qui a l'air d'avoir même pas plus de 25 ans, il a l'air plus jeune que moi, et qui parle comme une espèce de jeune Hitler, qui est comme un nouveau grand méchant. Lui, pour le coup, il est ridicule. Il y a beaucoup de scènes où il est apparu à l'écran, où ma salle, à moi, s'est marrée, quoi, quand elle l'a vu arriver, parce qu'il y avait vraiment un côté, il est fantoche, quoi. Il a aucune gueule, il ressemble à rien. Alors, c'est pas un problème de jeu d'acteur, parce qu'il le joue très très bien, le mec énervé, mais sur ce simple aspect physique, il y a quelque chose qui est un peu rebutant de se dire, ah ouais, ce mec-là, c'est le mec que je dois craindre le plus au monde. Ouais,
pourquoi? Enfin, ça a juste l'air d'être un ado en colère, quoi. Je m'en fous. Mais tu remarques finalement que c'est pour. Bah, je rebondis là-dessus juste après. On se dit qu'un personnage jeune peut pas avoir autant de convictions pour pouvoir les imposer sur toute la galaxie. Oui, mais t'as l'impression aussi qu'ils sont tout seuls là-dedans, en fait, un peu lâchés. Un peu aussi. C'est un peu au milieu de leur planète. Snoke qui leur fait qu'est-ce qu'on fait? Je m'occupe pas de vous. Occupez-vous. Non, là-dessus, on est bien d'accord, on reviendra pas. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que les personnages aussi, à quel point ils sont iconisés au maximum, puisque tu dis le mec, voilà, Hawks. C'est-à-dire qu'ils ont juste un nom. Et un nom très simple avec 3-4 lettres, Finn, Hawks, etc. Oui, bah en même temps, Luke, Leia, Han, c'était pas compliqué non plus. Oui, mais ils ont leur nom de famille. Là, on n'a pas. Là, on a vraiment, pas encore, mais pas encore. Mais c'est uniquement une histoire de background. On aura un de ces quatre, leur nom de famille. C'est juste que dans le film, bah non, on va pas le faire. On va juste faire péter des trucs. Non, je suis même pas sûr que Finn, tu vois, il avait un matricule. Et alors peut-être même si genre. Mais Finn, c'est autre chose. Il a pas de nom. Oui, mais elle. D'ailleurs, ça a pas fait marrer les gens dans ta salle le FN. Non. Non, parce que moi dans ma salle, ça les a tous fait marrer. Le fait que son numéro de série ce soit FN quelque chose, les mecs font ah ouais FN, non on va t'appeler Finn, ça va être plus drôle. Et moi chez moi tout le monde a reçu le double sens français quoi, le côté le FN. Ah tu l'as vu en français c'est pour ça? Ah non pas du tout, j'ai vu en sous-titres, mais quand tu vois rien qu'avec les sous-titres. D'accord, non moi ça m'a pas fait ça. Ça m'a pas fait ça du tout, désolé, tu es tout seul. Ouais, excuse-moi. Non j'étais pas tout seul, j'avais une salle de 200 et quelques personnes. La mienne était assez stoïque, ma salle. Quand il y a le truc Star Wars et tout qui arrivait. Ils ont applaudi dès qu'il y avait Han Solo, ils ont machin, ça c'était... Rien du tout. Rien. Alors peut-être que les gens étaient scotchés, tu vois, parce que je l'ai vu à l'IMAX, donc les gens étaient... Moi c'était la première séance du mercredi, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait beaucoup de... Oui. Moi je soupçonne, comme j'y suis allé hier seulement, qu'il y avait plein de gens qui y avaient déjà vu. Ah c'est possible. Donc du coup... j'ai déjà des potes qui l'ont vu 2 ou 3 fois. Venus le revoir. Vache. Ah ouais, déjà. Il y a même pas une semaine, j'ai déjà des potes qui l'ont vu 3 fois. Et mais merde, du coup il faut absolument que je te réponde, à Hawks. Oui. C'est vrai que là, c'est un peu le blondinet très colérique. Mais tu vois pourtant, ce que j'ai bien aimé dans son personnage, c'est que c'est un fanatique. C'est que c'est plus politique du tout. C'est lui, il s'énerve, oui, ils comprendront que la République c'est terminé et tout, et puis il fait péter un système entier. Alors, je crois qu'on a un gros problème, avec cette question de fanatisme. Je crois que le fanatisme, c'est vraiment une relecture que nous, les Français, on est en train de mettre sur ce truc-là en ce moment, avec ce qui nous est tombé sur la gueule pendant toutes ces années, parce que... Là, je comprends ce que tu veux dire, non, c'est pas vrai. C'est clairement pas une des questions du film, et c'est pas une question de fanatisme, c'est une question d'y croire. Et maintenant, à chaque fois qu'un personnage croit en quelque chose dans un film, les gens parlent de fanatisme. Ouais. Quand je sais plus quel film j'ai été voir il y a pas longtemps là, avec un personnage qui était dans une armée, Hunger Games rejoindre une rébellion, les gens ont dit ah ouais mais du coup elle rejoint un groupe terroriste. Non, c'est pas forcément du terrorisme ou du fanatisme, c'est que t'as une cause à défendre, et ce qui en fait du terrorisme ou du fanatisme, c'est de quel côté du bon ou du mal tu te trouves. Mais de voir tout ce sens de lecture sur le fanatisme, sur la religion, sur tout ça, pour moi alors la religion peut-être parce qu'Abraham effectivement parle souvent de religion, mais oui. Pour ce qui est vraiment du fanatisme, je trouve que c'est vraiment une surlecture française. Non. Là, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais honnêtement, je ne pense pas. Bah moi, je pense pas ce que tu penses. Donc, on sera pas d'accord pour ça. C'est normal aussi, en France, on va commencer à avoir tendance, justement, à avoir ça un peu partout. Mais là, honnêtement, tout simplement, je pense vraiment que dans le film, il y a ça. Mais que ça n'a rien à voir avec un fanatisme, si tu veux, actuel et nous politique, même s'il y a un lien. Mais c'est le fanatisme vis-à-vis de Star Wars lui-même. Mais par définition, tous les personnages de Star Wars ont été fanatiques. Ils sont fans de Star Wars. La Force, c'est le centre de Star Wars, donc ils sont tous fanatiques de la Force. Non, même pas. Quand ils parlent de Luke, quand ils parlent de Han Solo, ils en parlent comme des figures, si tu veux, vraiment des mythes. Bah oui, pur et dur. Mais c'était déjà le cas aussi au début de l'épisode 4. Exactement. Et ça, c'est intéressant de le dire. Il y a beaucoup de gens aussi enfin beaucoup de gens. J'ai vu pas mal de critiques, justement, mettre en avant un peu ce côté en disant que c'était facile de faire, en fait, des personnages comme Han Solo, Luke Skywalker, des espèces d'icônes face auxquels les nouveaux personnages sont vraiment en adoration devant. Mais quand ils réfléchissent, cette construction du mythe était déjà présente dès l'épisode 4. On rencontre Ben Kenobi, un vieux Jedi qui a combattu dans la guerre des clones et tout. Luke Skywalker le voit comme un héros, il est là, il a les étoiles dans les yeux. Au début, c'est un pouilleux. Hein. Oui, mais c'est le vieux Ben qui vit au fond de la montagne. Oui, mais justement, c'est fait exprès, tu vois, une espèce de légende enfouie. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord, c'était déjà fait comme ça, et finalement, Abrams ne fait que reprendre ce mécanisme-là. Oui, mais de façon sursublimée par ce fanservice qui rend à tout ça ce côté peut-être pour toi un peu fanatisme. Mais non, mais bon, j'utilise peut-être le terme un peu trop régulièrement, mais là où j'insistais pour ce personnage de blondinet, petit Hawks, c'est que Hawks d'amour, c'est que il est vraiment... C'est pour ça que je te disais, il n'y a plus aucune portée politique. C'est pas du tout vis-à-vis fanatisme religieux politique actuel. C'est pour rejoindre justement ce que tu disais. Il n'y a aucune croyance. Il n'y a plus aucune... Si, une croyance aveugle en un empire. Oui, exactement. C'est pour ça que c'est pas une religion. C'est la même chose. Hein.
Mais je veux dire, dans tous les cas, T'es la même chose. Je veux dire, Dark Vador était un fanatique religieux aussi, tant qu'on y est, parce qu'il a aussi fait des génocides pour sa croyance en religion Sith, tu vois, donc c'est pas pareil. Ah bah si, c'est un peu la même chose quand même. Je veux dire, tout mec qui décide de prendre le pouvoir et d'amener un pouvoir au pouvoir. Oui, mais il y a une façon de mettre au pouvoir, c'est. Oui, mais une façon de mettre en scène. Tu sais que là, je suis vraiment dans ton sens en plus. Hein. Ouais. C'est-à-dire que Hawks, oui, il est vraiment dans le trop plein parce que lui, il a cette foi en l'Empire, si tu veux, qui veut écraser la République sans aucune raison. Sans aucun background politique. Il est là avec sa grosse planète. Parce que le film n'en donne pas parce que le personnage croit ou pas à quelque chose. Non, je pense que c'est fait exprès. Je pense pas que Abrams ait oui, c'est fait exprès, mais dans le mauvais sens. Enfin, pour moi, c'est dans le mauvais sens. Certes. Enfin, au niveau des fanatismes, j'ai vraiment du mal. Il va falloir qu'on accélère parce qu'on a déjà fait 40 et quelques minutes et on est toujours au personnage. Bah vas-y, le timecode est derrière la caméra en fait, c'est pour ça que tu le vois pas. On coupera. Non, bah t'inquiète. Du coup, pour continuer, on va parler du coup des héros cette fois-ci. Oui. Alors, Rey et Finn, par exemple, pour commencer avec les deux plus simples à traiter, je pense, parce que je trouve qu'ils sont plutôt réussis tous les deux. J'ai adoré comme ça de base, j'étais complètement conquis avec cette idée de prendre des nouvelles têtes en fait, et des têtes qui ne correspondent pas, faut quand même le dire, à des canons de beauté. C'est pas des mannequins si tu veux. Oui. Je trouve que ça permet vraiment de mettre en comparaison avec l'univers Marvel. Il y en a aucun qui est dégueu non plus, hein. À part peut-être celui qui fait Kylo Ren, qui a l'air un peu plus avec un gros nez, mais mais ils ont une présence physique si tu veux qui est naturelle et qui n'est pas accomplie si tu veux par de l'artifice. Ouais. Par leur costume ou par même si les costumes et tout sont excellents, mais ils sont là parce qu'ils ont une personnalité aussi qui est bien écrite, et ils ont un visage, si tu veux, c'est pas quelconque, mais sans être moche, si tu veux, c'est des gens, tu sens qu'il est allé chercher des gens qui ne correspondent pas à un objectif précis je me perds. De physique. de héros et de gentils. C'est des gens normaux, dès qu'ils l'avaient annoncé, etc. Et j'ai trouvé ça d'ailleurs absolument affreux, parce que t'as dû le voir comme moi, après sur Internet, toutes les réactions des gens, en fait, vis-à-vis de ces acteurs-là, quoi. Moi, je trouvais qu'ils avaient... À dire que Daisy Ridley est pas assez belle, etc. Justement, moi, j'ai lu ça. Moi, je trouvais qu'ils avaient peu de charisme. De dire qu'ils sont beaux ou pas, je m'en foutais, mais je trouvais qu'ils avaient peu de charisme. Moi, ce qui m'avait plus choqué, c'était tous les trucs sur comment ça, vous avez fait un héros noir dans Star Wars. Là, pour le coup, t'as vraiment envie de les tuer, mais bon... Hein. Ça, c'est autre chose. Mais pour ce qui est de... Un peu aberrant. Moi je trouvais qu'il y avait effectivement un défaut de charisme, parce qu'ils sont effectivement pas super beaux, mais je veux dire, quand tu vois Mark Hamill à l'époque, ou Han Solo... Harrison Ford, merci. J'arrivais pas à croire qu'il l'avait. Non mais je n'arrive jamais à retenir. Je confonds toujours Harrison Ford et un autre mec. Ça y est, l'autre champion son nom. Bon bref, peu importe. Quand tu regardes Harrison Ford et quand tu regardais Mark Hamill, ils avaient plus de charisme. Oui, mais sauf que là, un peu plus de charisme. Sauf que là, c'est vraiment pour se mettre en rupture, tout simplement. Je pense de la part d'Abrams. Une volonté de se mettre en rupture. Ah bah, il est pas en rupture sur quoi que ce soit. Alors si c'est juste sur les castings qui va être en rupture, c'est vraiment pour quand il a envie de faire chier, quoi. Non, c'est pas pour faire chier. C'est pour mettre son truc à lui, pour montrer que il est encore possible de faire des personnages qui ne sont pas spécialement des mannequins, tout simplement. Ah mais non, mais bien sûr, on peut faire des personnages qui sont pas des mannequins, ça veut pas dire qu'ils doivent ne pas avoir de charisme, donc c'est encore deux trucs différents. Moi je trouve qu'ils ont du charisme, moi je les trouve bien. J'ai vu aussi une critique disant que les acteurs étaient mauvais. De manière générale, quoi. Non. À part Harrison Ford, que je trouve franchement un peu faiblard, justement, parce que moi, on en a parlé juste avant, je te disais que j'avais peur à chaque fois qu'il balançait une réplique, j'avais peur qu'il tombe. Vraiment, je trouvais ça... Pour ça que sa mort ne me dérange pas tant que ça, je trouvais que son personnage est de base un peu absent. Vraiment, je le trouve un peu absent. D'accord. Et ça, par contre, je trouve ça un peu mal amené, sa relation directement comme ça avec Daisy Ridley. Je trouvais que c'était un peu mal amené parce que un peu grossier. Comme ça, direct, bim, tiens, je sais conduire un vaisseau, on est pareil. Tu es la fille que je n'ai jamais eue. C'est un truc qu'on a complètement oublié d'aborder dans l'histoire pour le coup, c'est qu'effectivement les personnages se retrouvent complètement au hasard. Non, parce que c'est la force qui les... Non, mais c'est même pas la force. Je veux dire, et ça aussi, tu vois, c'est pareil quand on dit... le problème, c'est ça, c'est que la force peut avoir beaucoup de pouvoir, mais si le film n'explique jamais rien et s'en remet toujours à la force en expliquant mais la force leur permettra de faire des trucs, c'est un peu compliqué aussi. Mais là, pour ce qui est des personnages... C'est pour ça que je te dis... Le moment où Han Solo arrive au-dessus de la planète Jakku, juste au moment où eux s'en vont avec leur vaisseau et qui se font avoir par hasard, ils voient passer le Faucon Millennium, qui par hasard était garé sur Jakku, qui par hasard était machin, enfin tu fais...
ça fait un peu beaucoup de choses là les gars, c'est le vaisseau qui est bon, qui est au bon endroit, le personnage qui est au bon endroit, Han Solo qui est au bon endroit pour le récupérer, et puis machin. Mais c'est tout le principe d'une épopée, c'est une réunion de personnages qui ensemble... Oui bien sûr, mais t'as des façons plus logiques et plus cohérentes de rapprocher les personnages. Je trouve que c'est... Quand tu regardes comment se rencontrent les personnages dans la nouvelle trilogie par exemple de l'épisode 1, ils ont toujours des façons de se rencontrer qui sont totalement logiques. Même sur Jar Jar, on tombe dessus parce qu'on est en train de s'enfuir et qui fait partie des trucs qui s'enfuient. Bah là ils veulent s'enfuir, ils prennent un vaisseau et c'est le vaisseau d'Han Solo. Mais oui, mais quand t'es tout seul dans l'espace, tu tombes pas comme ça sur un autre vaisseau, comme ça sur le Faucon Millenium. Il faut bien que ce soit par hasard. Tu veux que ce soit comment sinon? Si c'est par hasard, c'est par hasard. Mais parce que sinon tu vas dans une autre planète et sur l'autre planète tu rencontres un autre personnage et tu continues. Tu vois, c'est que quand ils allaient dans l'épisode 4, ils allaient dans le bar pour rencontrer Han Solo et puis ensuite oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça le genre de truc, c'est que dans les autres personnages. Là c'est le cas, mais avec par exemple la petite Yoda. Je veux dire, je trouve que t'as un bon équilibre. Si, ils y vont parce que Yann Solo veut aller la voir elle. Ouais, mais elle sert à rien, puis il se passe rien. Oui, mais c'est juste pour dire que la réunion des personnages, il y a un bon équilibre entre le hasard je la considère pas comme un personnage en fait. Cette elle est un peu, c'est pareil, je comprends pas pourquoi. Elle est trop secondaire pour que je la considère comme un personnage. C'est un peu comme le grand leader, suprême leader de la mort qui tue. Je comprends pas pourquoi Abrams s'est encombré, pas de personnage comme ça, mais s'est encombré avec autant de, un peu d'artifice numérique. Ça aurait été intéressant qu'elle soit. Mais ce côté, enfin, il a voulu faire un équilibre qui des fois est... J'ai jamais vu deux personnages se rencontrer dans Star Wars et je me suis dit oh c'est gros. Tu vois, c'est ça le truc. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est même quand ils arrivent sur tu sais quand ils rencontrent Lando, c'est parce que c'est une des rares planètes où Han Solo a un pote là-bas, donc on va aller sur cette planète là et on va rencontrer Lando Calrissian, tu vois. Alors que là, vraiment, c'est ce côté, nous on vole, on s'en va d'une planète, et par hasard, il y a Han Solo, qui alors, n'est plus dans la royauté, n'est plus avec la reine, et continue à faire de la contrebande, qui par hasard passe là avec un gros vaisseau, qui par hasard a d'autres trucs à faire dans le vaisseau, et d'autres chasseurs de primes qui arrivent, pour qu'on ait une petite scène d'action et d'aventure d'un seul coup. Mention spéciale au casting de The Raid, pour ceux qui les ont reconnus, qui étaient là. Alors je sais pas, mais c'est ceux qui ont l'accent écossais. C'est le caméo de la mort qui tue, c'est les Asiatiques. Donc c'est les autres accents écossais après de l'autre côté. Ah les autres, ok. Ouais, t'as les Écossais et puis de l'autre côté t'as des espèces de pirates de l'espace, voilà. Parce que ça c'est pareil. Mention spéciale pour ceux qui les ont reconnus, ça fait plaisir. Non mais l'accent écossais dans Star Wars, d'où il sort? Oh mais t'as toujours eu ça, ce côté cosmopolite. Ouais, mais c'était des accents qui passaient mieux généralement. C'était un accent anglais ou un accent basique américain. Mais tu lui reproches de vouloir refaire la même chose, et puis là il met un accent écossais. Pourquoi il a mis ça sert à rien. Moi c'est ça le problème. C'est toujours comme ça que les films m'énervent le plus, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un truc qui est intéressant, c'est au mauvais moment. J'ai trouvé ça bien, ces pirates là, vraiment, le groupe de losers. Tu trouves bien cette scène avec les monstres? J'ai pas trop aimé moi, non. Par contre cette scène. Parce que moi pour c'était pour faire une scène Yann Solo dans la vie de tous les jours. C'est un peu ça. Pour moi c'est encore une fois j'avais peur qu'il tombe par terre. Donc du coup, j'étais là. Pitié. Pour moi, ça avait un côté aventurier de l'âge perdu comme scène. Pour moi, c'était vraiment une scène aventure soit dans un film, mais je la trouvais pas convenue du tout. Et il fait ça, et je me suis dit, il remet son chapeau. Mais je te jure, vous regarderez, si vous revoyez le film, il commence les monstres qui arrivent. Non, mais il recule pour s'enfuir et il fait ça exactement comme Indiana Jones, si tu veux, qui s'enfuit en prenant son chapeau. Ah ouais, pas mal. Je te jure que c'est vrai. Il y a un tout petit plan comme ça. Je me demande s'il l'a fait exprès parce que vraiment c'était très très gros. D'accord. Bon, en tout cas, on s'est encore éloigné des personnages. Oui. C'est pas grave. Pour ce qui est de Rey, je trouvais que c'était intéressant d'en faire un personnage fort féminin sans en faire un personnage féministe. C'est-à-dire que c'est pas non plus un personnage qui est constamment avec le pouvoir. Il faut pas lui tenir la main. Non mais constamment avec les couilles, tu vois, comme l'impérateur machin de Mad Max. Ouais. Furiosa. Qui était elle vraiment la nana qui c'est toujours elle qui s'en sort. Là pour le coup, elle veut s'assumer elle-même, mais quand elle a un problème, il peut arriver qu'elle demande de l'aide et qu'il y a un souci. Donc j'ai bien aimé ce personnage-là. Et en ce qui concerne Finn, j'ai bien aimé ce côté Stormtrooper qui a été la tête lavée depuis le début, depuis son plus jeune âge pour devenir un soldat et qui d'un seul coup a quand même une envie de faire le bien et qui prend son propre choix et qui est un personnage qui va se construire lui-même. Et je trouvais ça aussi intéressant. Ce qui est étrange d'ailleurs, peut-être une révélation dans d'autres épisodes. Pourquoi est-ce que ce Stormtrooper-là, d'un seul coup, a un espèce de déclic? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il sort du rang? Ça peut aussi être une question qui sera abordée. Oui, non, mais je les ai bien aimés. Alors attends, parce que on a un personnage qui est entre Finn et les méchants. Phasma. Oui. Le capitaine Phasma. Ouais. À quoi sert cette meuf? Bah, j'ai bien aimé. Mais alors, sur le principe, c'est très bien, et je pense que ça va créer, ça crée une espèce de Boba Fett. C'est-à-dire que ça va être, je pense que c'est un personnage qui reviendra dans les autres et qui deviendra un ennemi récurrent dans la suite. Oui, une espèce oui. Mais dans ce film. Parce qu'en plus, comme je trouve qu'elle est complètement fantoche parce qu'elle a une réplique où elle dit, ça va, bon, bah, retourne dans le rang, et puis. Boba Fett n'avait pas beaucoup plus, c'est sur la présence, en fait, que c'est intéressant. Et là, il reproduit exactement le même système que Boba Fett. Boba Fett ressemble
un Stormtrooper, il a la même dégaine, sauf qu'il a pas la même couleur de casque, il a le casque un peu différent, il a son jetpack. Et elle, c'est pareil, en fait. Elle ressemble à un Stormtrooper, sauf qu'elle a un signe distinctif. Mais c'est un Stormtrooper. C'est un général, c'est un capitaine. Elle est un Stormtrooper, mais elle a un signe distinctif, en fait. Donc c'est pour ça que oui, t'as très, très bien vu de dire que c'était un peu une espèce de Boba Fett au niveau, je dis uniquement au niveau de sa fonction, quoi, de ce qu'elle représente dans le film. Et sa fonction d'ennemi et d'opposant, je pense qu'il reviendra dans ce style-là. On avait eu une discussion une fois de 3/4 d'heure sur pourquoi Boba Fett est connu. Oui, c'est vrai. On avait discuté, c'était sans fin. C'est sans fin parce que il vient me voir et disait pourquoi les gens aiment Boba Fett. On avait discuté 1 heure, c'était... Sans que je le déteste d'ailleurs, c'est juste la question, dans ce film il apparaît 5 minutes, pourquoi est-ce que les gens l'aiment bien, Et alors, mais je trouvais que du coup, on a du mal quand même à l'installer, ce nouveau personnage, comme un personnage de méchant, important, dont il faut à noter, si tu veux, notable. C'est-à-dire qu'on va le noter parce qu'il est habillé différemment, et parce qu'il a une voix de femme alors que c'est un costume de Stormtrooper classique et c'est la première fois qu'on entend une voix de femme sortir d'un truc de Stormtrooper. Mais d'un autre côté, il y a rien de ce personnage. Enfin, il apparaît à l'écran moins de 2 minutes totalement dans le film. Il a pas le temps de s'imposer comme une force dangereuse à laquelle on pense. Pour l'instant, c'est presque un comic relief presque. À l'heure actuelle, parce que quand ils vont le récupérer et qu'ils demandent à le foutre, alors ça c'est pareil, quand j'avais dit, on a 2 doigts que Han Solo dise j'ai tiré le premier, quand ils capturent Phasma et qu'ils disent... Dans son vlog, hein. Oui, et quand ils capturent Phasma et qu'ils disent on n'a pas un compacteur de déchets dans le coin pour la mettre... Alors c'est cette scène-là, ça fait comic relief et ça aide pas, je trouve, à créer quelque chose pour Phasma. Quand elle reviendra dans les autres films, elle sera sans doute plus intéressante. Mais pour l'instant, je trouve qu'elle a pas grand chose. Elle passe juste dans le film vite fait. Mais comme beaucoup de choses du film, je trouve que ça passe. J'ai trouvé ça drôle. Mais bien sûr, je trouve ça très drôle aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour l'installation de l'ennemi, je veux dire. Ce que je veux dire par j'ai trouvé ça drôle, c'est que je trouve, de manière générale, qu'il y a eu un très bon équilibre entre une espèce de référence fanboy et pas une émancipation, si tu veux, mais pas en faire des caisses, quoi. Je trouve que là-dessus, il s'est bien retenu. Il a joué la carte de la mythologie. C'est des personnages mythologiques, bim. Et ça s'arrête presque là. Je pense que pour Yann Solo, je te le disais tout à l'heure avant la vidéo, pour Yann Solo, le moment vraiment où il est iconisé à 2000%, c'est quand il tire dans le dos, il met son flingue, il tire dans le dos, sans regarder sur un Stormtrooper, tu vois. C'est te montrer vraiment le héros avec un grand H, quoi. Qui de toute façon ne peut pas mourir, et je pense que c'est fait exprès, pour pouvoir après te le tuer, même si c'est une scène qui était assez grosse. Tu le vois venir à 10 000 km. Bah, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit qu'il y avait un des sports qui m'a spoilé une scène, c'est tu vois un plan de haut sur une grande passerelle avec un méchant au milieu, tu fais ouais, là il y a quelqu'un qui va mourir et qui va tomber dans le trou. La réunion entre les deux et bim. Évident. Mais j'ai bien aimé pourtant la scène, elle est grosse comme une maison, mais j'ai bien aimé, tu vois, moi aussi, avec le soleil qui baisse et tout, il y avait une belle... Mais même, je veux dire, le simple fait d'avoir les couilles de tuer Han Solo, et pour une fois je me suis dit, ah enfin tu fais un truc qui risque de pas plaire aux fans. Honnêtement, il y avait pas tant de couilles que ça à avoir. Moi je trouve par contre là-dessus, pour tuer Han Solo, parce que déjà, il fallait le tuer parce que Harrison Ford n'aurait peut-être pas survécu pour faire l'épisode 8 et 9, c'est malheureux à dire, mais Marc-Hamill, oui, peut-être, avec ses 20 kilos de plus que l'autre. Marc-Hamill, c'est pareil, là, ils l'ont bien lifté quand même, quand il monte son visage. Je sais pas s'il est lifté, mais... Oh la vache, si. Non, mais lifté, enfin, maquillé, quoi. Le personnage parce qu'on était sur Phasma, ça me rappelle un petit peu le personnage de Poe dans le film, là, le pilote. Ouais. Que j'ai bien aimé. Alors. C'est une espèce de gentillesse. Mais alors, moi, le truc, c'est que la relève, sur le principe, je l'aime bien. Et j'aime bien la relation qu'il crée avec Finn. De toute façon, j'adore la relation de tous les personnages avec Finn. Finn est génial, c'est mon personnage préféré. Mais la relation entre Poe et Finn, je trouve qu'elle marche très très bien. Le seul problème, c'est que Poe ne sert à rien. C'est un mec, il a des plans au début, il se fait capturer ensuite, il sort du film jusqu'à la fin, et à la fin, il arrive dans un vaisseau et il fait un truc. Je pense que Poe, c'est pareil, il est mis en place parce que dans les autres films, il va remplacer Han Solo. Ce sera le pilote. Le pilote, jusqu'à c'était Han Solo, c'était un peu Luke surtout. Mais là, ce sera Poe le pilote. Ce sera lui le pilote qui va les mener partout et il va être plus important que les autres, je pense. Mais à l'heure actuelle, pareil, il ne sert à rien. Et je trouve que c'est ça le problème de ce film, c'est que tous les personnages qui n'ont pas encore d'utilité, il en fait rien du tout, Abrams. C'est des personnages qui passent dans le film et qui ressortent assez rapidement et qui les marquent finalement assez peu. Mais est-ce que c'est pas le cas aussi dans les autres ? C'est plus important avec Poe, mais ça marche bien. Dans le 4, 5, 6 aussi, tu as Antilles, si tu veux. C'est un pilote, comme ça, et on le voit très très peu. Et tu sais qu'il est pote avec Luke. Mais on l'a toujours vu peu, et puis je crois que... Et il était marquant, et là je trouve que Poe... Il disparaît très vite, et dans les 4 et 5, on en reparle jamais, tu vois. Oui, mais il est là, et je trouve que quand un personnage passe vite, il passe vite. Tu fais un choix, soit il passe vite et il sert à rien, soit tu te concentres un tout petit peu sur lui parce qu'on sait qu'il va servir à quelque chose, tu vois. C'est ça, surtout. D'accord. Pour moi, le repos que je fais. Le reproche que je fais. Le repos que je fais. Et pour conclure sur les personnages, en rapport du coup avec ce qu'on vient de dire là sur les nouveaux personnages, les anciens. Ah, ce petit papier. Le retour de... C'est juste des petites notes. Il a fait un dessin, il fait Yoda. Oui.
Oui, Snoke, t'as fait un grand bonhomme. Je n'arrive pas encore à voir l'utilité des nouveaux personnages dans une trilogie. C'est-à-dire que... Ah si, moi je les vois. C'est-à-dire que Finn a servi dans ce film parce qu'il avait déjà bossé sur la base et il savait comment la détruire. Rey a servi dans ce film à envoyer un sabre à Luke Skywalker en livraison à longue distance, parce que sinon pour le reste du film elle sert pas à grand chose, elle se fait kidnapper et puis elle sort, tu vois. Oui. Et elle a trouvé la force. Et elle a trouvé la force. Et Poe qui disparaît comme ça complètement. Et au final, je sais pas à quoi ils me servent. En soi, ces personnages n'ont servi à rien dans cette histoire. Et ils vont certainement servir à quelque chose dans la suite, mais pour l'instant, je vois pas quelle utilité ils peuvent avoir. Je vois pas pourquoi on doit suivre ces personnages-là. Quand on avait l'autre histoire, à la fin, on savait parfaitement ce à quoi allait servir Luke, on savait parfaitement ce à quoi allait servir Han, Leia et tout le bordel. On savait quels étaient leurs rôles, si tu veux. Oui. Là, ils ont pas de rôle, ils sont en construction, comme tu dis, c'est des personnages qui se construisent. Donc du coup, à l'heure actuelle, je sais pas à quoi ils vont me servir, je sais pas pourquoi est-ce qu'on me met ces personnages-là entre les mains, pourquoi on m'a viré Han Solo que j'aimais bien, et pourquoi eux, ils sont plus importants à reprendre la suite. Juste un truc sur la mort de Han Solo, parce que ça m'énerve. J'ai vu plein de gens faire des critiques disant que J.J. Abrams tuait le père dans cette saga et qu'il avait fait une saga contre George Lucas. Au niveau du Stormtrooper, qui n'est pas un clone, c'est pas du tout la première fois dans la saga que c'est pas un clone, et même quand Lucas a fait les rééditions, il a laissé des clones avec les voix normales, il a pas refait toutes les voix de clones, donc c'est normal, les Stormtroopers n'ont pas toujours été des clones. Mais surtout sur la mort de Han Solo, il représente la mort de Han Solo comme la mort du père. Et en gros, Kylo tue Han Solo comme Abrams tue Lucas, qui serait donc la mort du père, ce qui n'est pas du tout le cas, enfin c'est pas du tout le mélange qu'il y a entre les deux, enfin bref, j'ai pas du tout aimé cette histoire-là. Sur la mort de Han Solo. C'est vrai que je suis pas d'accord non plus, non, c'est pas... Pour ce qui est de... Je trouve pas qu'il y ait une relation exacte là-dessus. Pour ce qui est de cette utilité des personnages, parce que là c'était mon aparté, mais l'utilité des personnages pour toi, ces nouveaux personnages. Pour toi, ça paraît logique que les autres films suivent ces personnages-là. Pour toi, c'est ceux qu'on doit suivre. Ah oui, c'est ceux qu'on va suivre de toute façon. Non, mais je te dis pas ce que le film va faire. Je te dis, est-ce que pour toi, quand tu finis le film, ça te paraît être les personnages qui doivent être à suivre? Parce que pour moi, ça n'a pas l'air d'être le cas. Bien sûr. Pour moi, tous les plans ont été faits par Han Solo ou par Leia. Tous les plans pour sortir de toutes les situations. Tout ce qui s'est passé, c'est toujours eux qui l'ont mis en place. Ces personnages n'ont décidé à rien, n'ont servi à rien. Et la seule chose à laquelle il a servi l'autre, c'est de dire, bon, bah, je sais où on vider les ordures, donc où on peut rentrer, mais... C'est là où je te disais, par exemple, qu'on était dans que Abrams arrivait à renouveler des codes. Je trouve qu'au niveau de ces personnages aussi, ils renouvellent les codes. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des personnages qui vont répondre à l'appel de l'aventure. C'est des personnages qui sont dans la fuite. Et vraiment dans la fuite pure et dure. Finn, il veut fuir tout le long. Tout le long, juste à la fin, pour aller la secourir elle. Et elle, souviens-toi, il y a cette longue élaboration de sa relation avec Han Solo, où pendant très longtemps, tout ce qu'elle veut, c'est retourner sur sa planète. C'est des personnages qui sont enfermés sur eux-mêmes et qui sont dans la fuite. Il y a plus du tout l'appel de l'aventure. Le Luke Skywalker, dans l'épisode 4, le seul truc qu'il veut, c'est se casser et partir à l'aventure. Elle, et c'est ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, les bandes annonces, tu sens qu'elles étaient maîtrisées dans ce côté-là, parce qu'elles ont été... misleading, c'est-à-dire elles nous ont mal vendu le film dans le bon sens du terme. Elles nous ont promis des choses en nous disant ça va être comme ça et ça n'est pas comme ça, et j'ai bien aimé. Et ils te font genre que elle veut absolument partir à l'aventure. En fait non, elle veut retrouver ses parents, ce qui est pas pareil, et elle veut peut-être s'en aller de sa planète, mais en même temps elle y est rattachée parce qu'elle les attend. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont vraiment dans la fuite. Et je pense que c'est comme ça que toi tu l'as ressenti. Du coup tu te dis oui bon ils servent pas à grand chose, mais justement c'est fait, je pense, un peu exprès. Ils sont tout nouveaux, c'est des newbies, c'est du sang neuf, et contrairement à des années 70-80, ou dans un blockbuster où le héros c'est celui qui part de rien et qui en 3 jours devient le suprême sauveur de la galaxie, eux, si tu veux, ça va être extrêmement lent et extrêmement progressif, parce que ce sont des êtres humains de chair et de sang. Donc, je trouve qu'on est plus dans cette logique-là, et j'ai bien aimé. Ce sont des gens normaux. C'est ça que j'ai aimé. C'est pour ça aussi que je te disais, au niveau physique, c'est des gens normaux. Ouais. Et du coup, t'as envie de les suivre. Et là où je te dis aussi que Abrams a déjoué un peu tes attentes, tout le long du film, tu te demandes qui va avoir son affinité avec la Force. J'ai bien aimé ça. Est-ce que ça va être Finn? Est-ce que ça va être Rey? C'est-à-dire, ils sont là, tous les deux, et ils prennent tous les deux le sabre, et toi, en tant que spectateur, qui c'est qui va battre Kylo? Kylo, en plus, qui manie son sabre comme une gourde. Et comme je te dis, ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est un type c'est un novice complet aussi. Et du coup, c'est intéressant parce que le film te fait miroiter comme ça, qui ce sera, pour au final, c'est elle. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas été spécialement utiles,
Ce qui a été utile, ce sont les anciens personnages qui, eux, sont déjà des héros. Leia et Yann, ils attaquent et puis ils gagnent. Tu vois, Yann Solo, c'est ce que je voulais dire. Yann Solo, il tire, il fait mouche. Dans le côté tuer l'origine, c'est que Leia meurt pas. J'ai complètement oublié, c'était le point principal de mon argument. Pardon, vas-y. Ah oui. C'est que Leia meurt pas, donc il a pas tué le père. Il reste encore plein de trucs de la saga d'origine. Oui, mais c'est là-dessus aussi pour laquelle je suis en désaccord, tout à fait. Et d'accord avec toi, du coup. C'est qu'il a pas tué le père, il a encore conservé, si tu veux, un matériel d'origine qui lui permet... C'est des gens qui disent surtout s'il y a Luke. Il a fait exprès de rien de parler. Surtout s'il y a Luke. Oui, en plus. Moi, c'est ce que j'ai aimé, du coup, dans le mettant comme ça à la scène finale. Qu'est-ce que ça t'annonce? Ça t'annonce qu'en épisode 8, Luke Skywalker, mais à gogo. Voilà. À moins qu'il te le mette en mode Yoda, c'est-à-dire il va rester pour l'entraîner et puis... Ça pourrait, hein, parce il va mourir. Maintenant, c'est le vieux maître. Hein. Oui, c'est un truc différent. Bref, voilà, pour les personnages. Ok. Bon, très bien. Et alors, on était passé rapidement sur Maz au niveau de la 3D, mais sur le petit personnage orange, mais... Écoute, la 3D, moi j'ai bien aimé. Je sais que toi t'as... Non, je parlais de Maz, le personnage en 3D, le personnage en CGI. Ah, le numérique, hein. Oui, le CGI. Bah, je te dis, l'équilibre des fois est un peu grossier. Non, parce que du coup, on a parlé du méchant et des personnages, mais là, c'est c'est le Yoda de substitution, et c'est en ça que je trouve que ce film, encore une fois, ne fait rien de neuf, c'est qu'ils nous ont trouvé, alors, c'est un Yoda de substitution qui ne maîtrise pas la force. C'est-à-dire qu'elle dit non, moi je maîtrise pas la force, je suis pas un génie, mais je la ressens. C'est un autre personnage. Bien sûr, d'accord, mais pourquoi faire un petit personnage de couleur qui a des comportements bizarres, tu vois? C'est vraiment le même truc. C'est quand elle monte sur la table et qu'elle se met à regarder comme ça dans les yeux, c'est typiquement Yoda qui est en train de fouiller dans R2D2, etc. Et tu vois, c'est ça que je te dis, c'est que ce film crée rien de neuf. Visqueux. Même quand il veut créer un nouveau personnage, il finit que recréer une autre version d'un ancien personnage. Soit quelque chose qui est réminiscent, soit quelque chose qui est tellement proche qu'au final ça change pas grand chose entre les deux. Et moi c'est aussi un des trucs que je dénonce avec ce personnage-là, c'est un personnage que j'ai pas trouvé très intéressant. Et du coup, ton genre en plus, c'était un ersatz un peu de Yoda dans le sens, elle dit, je suis très vieille, j'arrive à lire les gens en les regardant avec mes lunettes. C'est vraiment, c'est Yoda qui dit, il n'est pas prêt, il n'a aucune patience, tu vois. C'est vraiment, c'est complètement ça. Et par ailleurs, justement, la scène, ça c'est un petit détail, un truc qui m'a pas trop plu, c'est de faire du sabre laser vraiment une baguette d'Harry Potter. Ouais. Elle prend la baguette d'Harry Potter, elle prend le sabre laser, et puis là, si tu veux, oh là, la force m'appelle. Ah oui, je vois des trucs. Ouais, oui. Tu parles de la scène dans. J'ai pas trouvé ça très pertinent. Je l'ai trouvé très mauvaise cette scène. Voilà. Non mais cette scène de révélation de la force où d'un seul coup tu la vois sous la pluie avec des champs de bataille et des machins, l'espèce de vision du futur, des trucs dans ce genre-là. Oui, c'est assez étrange. Où tu sais pas d'ailleurs si c'est des visions du futur ou du passé ou quoi que ce soit, mais toute cette scène j'ai trouvé très grossière et très mauvaise esthétiquement. C'est pour te donner en plus des petits indices sur sa vie et sur ce qui se passe. Mais oui, mais pas assez. Parce qu'en plus, enfin voilà, il y en a quelques-uns, mais pas assez. C'est pour faire miroiter un peu pour les prochains épisodes. Mais oui, c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu bon. C'est pour ça que je dis baguette d'Harry Potter, quoi. Elle touche le sabre. Le sabre n'a jamais été, si tu veux, dans la mythologie Star Wars, qu'un outil de Jedi, tu vois. Donc bon, c'est un peu, voilà. Mais c'est le sabre de Luke, c'est peut-être pour ça aussi. Même s'il y a tout le truc, oui, le sabre a une relation avec le Jedi et tout. Ce que je veux dire, c'est que le sabre n'a jamais porté de propriété. Est-ce que le sabre choisit son Jedi? Non, justement. c'est pour ça que bon. Non, en plus c'est le Jedi qui le construit, donc c'est son sabre. C'est la fin de son entraînement d'ailleurs, il me semble. Oui, à la fin de son entraînement, il construit son propre sabre. C'est pour ça que je me dis que c'est peut-être un indice pour te dire qu'elle est la fille de Luke. Ça, c'est une bonne question pour le parce qu'elle touche le sabre et du coup... Non, mais c'est une bonne question parce que si Luke a un enfant, ça veut dire que foncièrement, il a la même faiblesse que son père. C'est-à-dire qu'il peut effectivement être amoureux, il est trop attaché, il est aux gens et il pourrait du coup aller sur le côté obscur. Tu veux dire pourquoi Luke s'est exilé? Ouais, alors en fait, je pense que Kylo c'était son élève et qu'il a échoué avec lui et qu'il s'est exilé parce qu'il s'est dit je veux pas refoutre la merde comme avant, tu vois. Peut-être. Il s'est dit y a plus de Jedi, il y a plus de Sith, bon bah on va laisser la galaxie se débrouiller. En fait, si tu veux, moi, globalement sur cette histoire, j'avais très peur qu'il tombe dans le cliché de faire le miroir basique, c'est-à-dire vraiment miroir basique, et de mettre Mark Hamill Luke Skywalker en méchant, en nouveau Dark Vador. Je n'y ai jamais cru à ça, moi. J'ai vu plein de gens y croire. Moi, j'ai eu des doutes. Quand j'ai commencé à voir qu'il était absent complètement des affiches et des machins, je me suis dit tiens, il y a un truc bizarre avec Luke. Mais pour le coup, ce qu'il propose de neuf me paraît pas assez intéressant. Je veux dire, cette histoire effectivement, est-ce que ça peut être sa fille? Et effectivement, ça pourrait être sa fille, on va peut-être s'en rendre compte dans les prochains, mais est-ce qu'au moins ils vont le traiter correctement au niveau du personnage? Est-ce qu'ils vont parler du fait que ce soit une faiblesse aussi, quelque part, pour un Jedi, de s'être attaché, d'avoir un enfant, etc. Ou on peut aussi considérer que c'était nécessaire pour relancer les Jedi aussi, on va peut-être en reproduire quelques-uns nous-mêmes, mais je sais pas, il y a un truc... J'avais peur que le film fasse quelque chose de très mauvais, et au final il a fait quelque chose de sympa, mais juste sympa. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal finalement avec ce film, c'est que je me dis, il a pas fait assez d'efforts, il y a beaucoup de choses où tu dis, il a pas voulu s'encombrer, il a pas voulu un machin, il a pas voulu bidule, et je trouve qu'au final il a voulu rien foutre en fait, Abrams. C'est-à-dire qu'il a...
faut se rappeler comment le film a commencé à l'époque. C'est-à-dire que quand le tournage a commencé, personne n'en voulait de cette nouvelle trilogie. Quand Disney a racheté Lucasfilm, j'ai fait une vidéo, moi, pour dire aux gens, mais les gars, calmez-vous, c'est pas parce que Disney fait une suite à Star Wars qu'il va y avoir Mickey à la fin, qu'il va y avoir machin. Oui, si ça se trouve, les nouvelles histoires sont intéressantes à raconter, tu vois. Et finalement, on arrive avec cette nouvelle histoire, et j'ai vraiment l'impression qu'il a juste repris plein d'éléments de l'ancienne saga, qu'il a rien créé de nouveau en se disant, on va faire un premier film pour faire plaisir aux fans, comme ça, après, on part sur autre chose, et puis on fera notre truc. Mais j'ai vraiment l'impression que du coup, il a fait un film sans aucune audace et sans aucune intention de surprendre. J'ai envie de dire clairement, parce que effectivement, comme tu dis, il y a des petits changements. Tu vois, les ennemis sont pas les ennemis pour les mêmes raisons, c'est des ennemis un peu différents, c'est des ennemis machin. Mais au final, on a toujours la même chose visuellement sous les yeux, tu vois. Et là, du coup, je vais pouvoir parler un peu des décors et un peu de mise en scène, mais on a une planète de sable qui ressemble à Tatooine, qui est Jakku. On a une planète avec des arbres qui ressemble à Naboo. Ou à la planète des Ewoks, ou à la planète de machin, enfin toutes les planètes végétales qu'on a vues dans le film. On a des vaisseaux impériaux, on a une espèce de fausse étoile de la mort qui est sur une planète qui a de la glace, donc on a la glace comme sur la planète de glace de Hoth. Et au final, tout ça, c'est que des choses réminiscentes, mais t'as aucune image neuve. Tu vois, quand l'épisode 1 faisait une construction en miroir, et te remettait Tatooine aussi, et te remettait aussi d'autres planètes, il te faisait découvrir Coruscant, il te mettait sur Tatooine qui était une planète avec de l'herbe, donc du coup on se dit bon bah on va essayer de vous montrer autre chose, on fait une ville sous-marine, la ville des Gungans, et puis ensuite on fait machin, tu vois, chaque film essaie quand même de montrer un truc de neuf, et dans ce film-là je n'ai aucun nouveau visuel. Si, aucun. La planète justement très verdoyante où ils vont voir le petit Yoda. Bah justement, il y a rien, ça ressemble aux étangs des Gungans et à leur temple. Bah si, c'est de la grosse pierre avec de l'herbe dessus et puis des gros arbres partout et un lac. Bah oui, mais c'est pas pareil. Mais c'est exactement les mêmes environnements, c'est exactement la même chose, tu vois, c'est que du réminiscent, c'est un petit peu différent parce qu'on a un peu changé la structure et l'architecture du truc, mais non, je trouve que c'est que les mêmes codes rebalancés sans rien de neuf. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, je trouve que c'est un renouvellement, un dépoussiérage. C'est-à-dire pareil, la planète des méchants, c'est Hoth. Bah pour moi, c'est pas dépoussiéré. Tu vois, ils sont sur une grande planète avec des plaines de neige et tout, il fait froid, c'est l'Empire sur Hoth, purement et simplement, même malgré le fait qu'il y ait une forêt après, ce que je veux dire, c'est la carte postale. Tu veux dire l'Empire à la place des rebelles, c'est ça? Oui, mais non, parce que c'est une image iconique, si tu veux, quand l'Empire est sur Hoth, tu vois. Vraiment... Et là, je trouve que Abrams a voulu prendre ça, en fait, un peu comme référence, tu vois, les grands méchants dans une planète toute blanche. Tu vois, c'est vraiment ces trucs, c'est Ku Klux Klan par excellence, tu vois. Ouais. Et non, mais si, c'est vrai. Enfin, l'Empire est symbolisé par le gris et le noir. C'est une question de couleur, tu vois. Et puis quand il s'apprête à attaquer, le blanc est submergé de rouge, tu vois. C'est une astuce simplement. C'est très coloré, parce que les Stormtroopers sont blancs. Donc ils se diffusent avec leur environnement. Oui, c'est vrai. C'est leur camouflage. Non, mais après, là, je pourrais te répondre ce que j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je comprends ce que tu veux dire. Alright. Autre chose. Bah du coup, on va pouvoir commencer à aborder la mise en scène telle quelle. La vache. Et ouais. Bah ça va, on va pouvoir passer assez vite. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Très bien. Oh, je pense là que tu me. Mais alors voilà, comme j'étais là-dessus, je vais revenir là-dessus sur les décors et cette idée d'effets spéciaux et d'images de synthèse dans le film. Oui. Ils ont fait tout le truc en disant on va faire le maximum de décors réels, le maximum de choses tournées en vrai. Le problème c'est que c'est très bien, mais aucun de leurs décors n'est vraiment intéressant et je trouve que du coup le fait de ne pas leur mettre d'effets spéciaux les diminue parce que par exemple la base des rebelles, pourquoi il y a toujours des rebelles, pourquoi ils ont toujours une base, on s'en fout, mais la base des rebelles c'est juste un espèce de parking à ciel ouvert avec des grosses mottes de terre dans lesquelles on habite des portes de hangar et on a juste des plans en extérieur sur un décor extérieur avec de l'herbe, un peu de béton et 2-3 avions qui sortent et je trouve que les décors font cheap dans ce film. Je trouve que comme on passe très vite dedans, on n'a pas le temps de les apprécier dans tout leur grandiose, dans tout leur gigantisme. Ouais. Et quand on passe dedans, c'est tellement rapidement et parfois tellement peu élaboré par manque de plus de décors en images de synthèse ou tout dans ce genre-là, que ça arrive à avoir un côté, on a l'impression que vous êtes allé tourner dans un hangar à côté de chez vous, quoi. Et pour moi, typiquement, le hangar des rebelles, ça fait ça, tu vois. Des rebelles qui maintenant devraient plus être des rebelles, puisque le nouvel ordre, c'est juste un méchant, c'est pas l'Empire, c'est pas le pouvoir en place, c'est pas un truc dans ce genre-là. Donc pourquoi les rebelles ont encore des centres tout dégueulasses qui ressemblent à rien et du coup, c'est le côté globalement cheap du truc qui est trop... Je pense que t'es un peu dans le flou là, s'il faudrait que tu te remettes un tout petit peu en avant. Dis-moi, vas-y. mais du coup, c'est ça, c'est le problème du décor qui me paraît cheap, de cette absence et de ce refus de faire non, surtout pas d'image de synthèse. Mais oui, mais du coup, tes décors sont ridicules. Qu'est-ce que toi t'en penserais? Je suis pas d'accord pour ce côté ridicule, comme tu dis, un peu du décor naturel. Je trouve par contre qu'il y a parfois un mauvais équilibre peut-être entre le minimalisme, qu'il essaie quand même de conserver, notamment dans la cantina.
Et le trop plein un peu d'images vraiment pétillantes. Je pense à l'attaque en fait à la fin. Quand ils attaquent cette espèce de planète, c'est vraiment là, c'est du numérique total. Tu as beaucoup de mal à ressentir la même chose qu'à la fin de l'épisode 4, parce qu'il fait une petite référence. À un moment, il passe dans une espèce de tranchée, c'est complètement la même chose. Je veux dire, c'est même pas qu'une petite référence, c'est toute la scène. Sauf que du coup, là, comme dans l'épisode 4, on était dans une maquette, si tu veux, qui faisait cette taille et qui mettait une caméra dedans. Là, par contre, ça pue l'ordinateur, ça pue le numérique, et du coup... T'as beaucoup moins. Ça me dérange pas parce que le numérique. Moi, ça m'a dérangé. Le numérique, c'est un effet spécial. La maquette aussi est un effet spécial. Et moi, quand je vois des maquettes filmées, je vois aussi la maquette. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Que tu vois la 3D ou que tu vois la maquette, ça peut. Tu as plus de charme, tout simplement. Et t'as plus de. Je trouve pas personnellement que ça ait plus de charme quand c'est une maquette concrète que quand autre chose. Moi, c'est ce que je constate. C'est ce que t'as l'impression qu'on tombe dans un garage. Ce que je dis, c'est que sur tous les éléments les plus importants du film, il n'a pas respecté cette intention de réalisation de base. Le grand méchant, il est en image de synthèse. La grande planète, elle est en image de synthèse, avec des dessins en image de synthèse, avec machin, avec... Est-ce qu'on peut pas le rapprocher à Super 8, justement? À quel niveau? Super 8 a ce côté extrêmement plastique, et il y a pourtant des moments où il va te mettre du numérique à 2000%, comme une espèce d'envie, en fait, de concilier deux extrêmes. Dans Super 8, la bestiole, si tu t'en souviens, elle est complètement en numérique, quoi, et t'as des gros plans sur elle en numérique et tout, alors que derrière, il va te faire des scènes, des plans vraiment Spielbergiens à 2000%, avec une voiture avec le phare qui clignote, vraiment, tu peux la toucher, quoi, vraiment, c'est pour ça que je dis plastique. Tu peux la toucher. Et là, dans Star Wars, je trouve que c'est la même chose. Exactement la même chose. Je pense qu'il y a une envie, en fait, d'Abrams de faire vraiment une conciliation, non pas un équilibre, mais une conciliation entre deux extrêmes. Le côté vraiment maquette et matériel, et le côté vraiment numérique à 2000%. Sauf que ce qui fonctionnait dans Super 8, là, je trouve que ça fonctionne moins bien. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que du coup, il a mal dosé en fait son truc, et des fois t'en réclames plus, et des fois t'en réclames moins. Et c'est même pas ça. Dans un sens ou dans l'autre. Vas-y, oui. Mais dire par contre après que lorsqu'il utilise des décors réels, du costume, etc. Dire que ça fait cheap, je suis pas d'accord du tout. Après c'est pour les décors surtout, mais si on veut venir par exemple au personnage, je trouve que c'est pareil, tu vois. Jakku, j'ai beaucoup aimé, tu vois, il y a avec le marché et tout, c'est très. Oui, mais c'est pareil, tu vois. Les trucs qui pendouillent et tout, moi j'adore. Dans l'épisode 2 aussi, c'était tourné dans un vrai désert avec une vraie maison et un vrai machin à Tatooine. C'était, enfin voilà, je veux dire, ça aussi on les a fait ces décors réels là. Elle est dans le sabre et poser 2-3 trucs sur le sable, c'est bon quoi. On l'a déjà fait aussi avant. Pour moi, du coup, c'est pas neuf non plus. Tu minimalises vachement quand même. Aller dans le sable et poser 2-3 trucs dans le sable. Grosso modo, ça, ils ont mis une clôture, une porte au-dessus et 3 vaisseaux, quoi. Les 3 quarts des autres, ils sont rajoutés en image de synthèse, justement. Non, mais c'est vrai. Ils sont rajoutés en image de synthèse, à part le Faucon Millennium qui était vraiment sur le plateau. Les autres vaisseaux sont en image de synthèse. C'est ta façon de le dire, c'est tout. Mais non, mais en fait, ça m'énerve quand on met en avant un truc. On met en avant un truc comme les effets spéciaux, c'est de la merde. Alors déjà, je sais pas pourquoi, ce que vous avez tous contre les effets spéciaux faits par ordinateur. Vous avez l'impression qu'on a le choix, en fait. Il y a des moments où on n'a pas le choix, on est obligé de faire des effets spéciaux quand on veut faire un effet spécial dans un film. Donc c'est aussi une de ces raisons-là. Mais quand on se vend en disant on va faire un film avec le moins d'effets spéciaux, les créatures en costume réel, etc. Et je crois qu'il y a aucune créature du film qui n'ait pas au moins de la retouche numérique sur le visage ou un truc dans ce genre-là. Même quand il y en a qui sont réels avec des vrais décors et des vrais costumes, il y a un clignement d'œil ou un changement de muscle ou un machin qui est rajouté ensuite en image de synthèse. Donc au final, nulle part, il y a vraiment ce pari total du pas d'effets spéciaux ou le moins d'effets spéciaux possible. À de très rares moments, peut-être quelques scènes, peut-être la scène justement où ce bar se fait attaquer là par les vaisseaux et que t'as tous ces plans où Finn court tout seul au milieu du truc et que tu vois tout ce qui pète de partout et le combat au sol. Mais en dehors de cette scène-là, le côté réaliste est très peu tenu et finalement n'a pas grand intérêt. Je trouve que ça diminue plus qu'autre chose. Bah, c'est bizarre parce que pourtant je trouve que ça l'empêche de faire un truc plus grandiose. À la manière dont tu décrivais justement, et j'ai regardé dans ton vlog aussi, je pensais que c'était une scène qui t'aurait beaucoup plu, puisque ça permet de bien mettre en avant le côté peu minable, le côté petit, au sens pas au sens parce qu'il est nul, mais au dépassé en fait plutôt, voilà, de Finn face aux événements. Ouais. Et là tout seul, et puis ça pète de partout, tu vois, t'as ce plan en fait qui fait le tour autour de lui, qui est excellent, puis t'as Poe qui, voilà, et puis après ça finit sur un gros plan de lui, il est là, ouais. Ça c'est de la course de module. Et moi j'ai beaucoup aimé cette scène pour ça, si tu veux, lui il est là tout seul, voilà, et ça pète de partout, il est complètement paumé, alors il essaye de se battre un peu au sabre,
Tu vois, moi j'ai bien aimé cette scène justement pour ça. Je pensais que ça t'aurait plu parce que c'est justement il y a ce côté Abrams, voilà, petit bonhomme perdu au milieu d'un très gros bordel. Alors je pense que globalement, j'ai un souci général qui fait que j'aurais du mal avec ces personnages-là, c'est que j'aime pas les personnages qui servent à rien. Tu vois, j'aime pas les personnages qui ont rien d'exceptionnel, qu'on sert comme ça. Bah là du coup t'as pas aimé le film, oui, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Elle a voulu vraiment faire des personnages vraiment des. Mais j'ai failli te le dire tout à l'heure, mais ça m'est sorti de la tête parce que tout. Et bah voilà, tu le dis maintenant. Est-ce que le souci général, ce serait pas qu'il y a trop de personnages pour les traiter? Est-ce que en reprenant les anciens personnages, en réintroduisant directement ces 3 nouveaux personnages, alors qu'on aurait pu en faire un nouveau par film, on aurait pu introduire Poe dans un autre film par exemple, et garder plus de place pour d'autres trucs, est-ce qu'il n'y a pas quand même un sentiment un peu trop de fourre-tout? Parce que moi le gros souci que j'aurais reproché à Star Wars, c'est que j'ai l'impression que ça s'arrête vraiment jamais. J'ai jamais eu une scène vraiment pour me poser, apprécier une ambiance, apprécier une musique, apprécier autre chose. Et j'ai l'impression que ça vient un peu de cette idée de il y a tellement de choses à montrer qui sont pas pour autant importantes que tout ça part un peu trop vite, trop de personnages et peut-être un peu trop d'intrigues. Oui, mais le principe c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est de construire un univers extrêmement riche avec beaucoup de gens, beaucoup de trajectoires de vie en fait. Mais peu importe, on peut être riche, s'entrecroisent dans tous les sens. On peut être riche sans mettre trop de personnages. Moi c'est cette question, est-ce que tu trouves pas qu'il y aurait trop de personnages pour faire justement, parce que j'ai pas trouvé. On peut raconter beaucoup de choses, mais je trouve que ça empêche de suffisamment s'attarder correctement sur certains personnages. Il y a certaines choses qui devraient être dites un peu plus, qui devraient être un peu plus poussées, ne serait-ce qu'aussi développer l'histoire. Non, j'ai pas trouvé qu'il y ait trop de personnages, non, pas du tout. Je trouvais que c'était bien dosé là-dessus. Tu trouves pas que le film passe très vite? Ah, il passe vite, ouais, on en veut plus. Je sais pas si j'en veux plus, mais tu trouves pas qu'il passe vite? Non. Enfin, si, tu trouves qu'il passe vite aussi, t'as dit. Oui, mais parce que le rythme est bien foutu, quoi. Je dirais, Abrams, il maîtrise très bien, je trouve Moi, justement, je trouve que le rythme manque. Il maîtrise très bien ses actes, si tu veux. Voilà, ça ne s'arrête pas. Ils sont toujours en mouvement, peut-être même un peu trop en mouvement. Tu vois, par exemple, je pense au voyage au Faucon Millenium. Oui. Au moment où ils disent, bon, on va aller là. Le plan d'après, ils sont dans le vaisseau et 4 secondes plus tard, ils arrivent, tu vois. Oui, par exemple. Un peu rapide, certes, mais ça n'a rien à voir avec le nombre de personnages. Non, mais tu vois, c'est le genre de moment où tu pourrais avoir une scène de discussion entre Finn, Rey et Han Solo et Chewbacca, peut-être à la limite, mais ils parlent pas beaucoup, et leur faire tout un échange pour essayer d'instaurer un peu de contexte, d'instaurer un peu de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire politique, pourquoi est-ce que Han Solo est là et il est pas avec sa reine, est-ce que machin. Là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a peut-être pas assez de contexte. On en revient à ça, mais pour moi, c'est un peu ça le problème de ce contexte, c'est essayer de faire de trop mélanger l'ancien et le neuf d'un coup, de trop injecter de neuf d'un coup et pas vouloir assez se séparer de l'ancien d'un coup. Pour moi, c'est un peu ça, je résumerais comme ça mon problème de défaut général. D'accord. Non, mais là, je peux pas te répondre parce qu'on pour en a parlé tout à l'heure. Pour essayer de parler vraiment plutôt de points positifs en ce qui me concerne, la mise en scène d'Abrams, qu'est-ce que toi t'en as pensé? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose parce que pour le coup, c'est un Star Wars très différent de tous les autres Star Wars qui ont été faits au niveau de la mise en scène, ça n'a rien à voir avec les autres. Est-ce que pour toi tu trouves que ça va bien? Moi, je trouvais que ça retirait le côté noble. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça fait un élément de rupture. Alors, ça a son bon et son mauvais côté. C'est-à-dire que du coup, je trouve qu'il y a un avant et un après Lucas qui est vraiment très très marqué. Et je sais pas toi, moi, j'en venais presque des fois à regretter un peu en fait George Lucas. Du coup, j'étais là. Mais moi, je regrette George Lucas. J'aimais bien comment il faisait son truc. Mais pas le regretter dans le sens. Comment dire, le regretter aussi par nostalgie, quoi. Hein, t'as la nostalgie qui vient prendre le pas, et tu te dis, t'en viens à te demander comment est-ce que Lucas aurait fait cette scène. Parce que Lucas avait ce côté finalement très pas lambda mais classique, quoi. Très posé, très académique, très cadré. Voilà, inspiré de Kurosawa. Qui justement aujourd'hui, c'est ça qui est amusant, serait limite subversif. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, presque, parce que si tu remettais justement le style Lucas, je trouve que Star Wars a le style Lucas comme tous les autres en fait. Le style Lucas de l'époque Nouvelle Hollywood et tu le remettais maintenant, ce serait subversif tellement les canons en fait ont changé. Bien sûr. C'est marrant. Donc du coup, limite, il fallait pas mettre Abrams, tu sais. Ouais, c'est de la merde. Non. Mais voilà, Abrams du coup, ça crée une rupture. Voilà, point barre. Mais Abrams, je n'ai jamais eu de problème avec sa mise en scène. Les lens flares. Il en a pas mis. Je n'ai jamais eu déjà de problème avec les lens flares d'Abrams. Et là, il en a presque pas mis. Il y avait un gros dans la bande-annonce et j'avais très très peur. Ça rentre dans l'idée d'un espèce d'univers un peu onirique. T'as Kylo qui voit le laser passer, t'as le méga lens flare de la mort rouge, tu vois, je dis, oh putain, oh le con là. Quand il y a le laser. Mais non. En fait, je trouve qu'il s'est très bien greffé au style un peu Lucas, tout en conservant en fait sa propre identité, Abrams. Donc du coup, moi ça m'a bien plu. Même si il y a tout de même une rupture. Mais ce que je te disais, tu t'en as parlé dans ton vlog, je trouve que ça rend vachement bien ce côté vraiment petit bonhomme, très grand décor. Donc quand elle est là assise et qu'il y a le hat si tu veux par terre,
Ça, c'est de l'image de photo de couverture, tu vois. C'est Facebook, tu vois. Par exemple. Et tu sais quel est l'avantage d'une photo de couverture? C'est qu'elle reste plus longtemps à l'image. en fait, c'est ça le truc. Tu trouves ça trop rapide, vraiment. En fait, j'ai pas de problème avec Abrams, et au contraire, j'adore Abrams. Et très clairement, Abrams a fait un autre truc de science-fiction que j'aime énormément, ce sont les Star Trek. Et dans les Star Trek, cette manie de faire des plans extrêmement marquants, extrêmement forts, extrêmement iconiques, extrêmement puissants, il les fait, tu vois. À chaque fois que t'as un gros vaisseau qui arrive dans un Star Trek, t'as un plan de loin avec une musique énorme au-dessus par Michael Giacchino, et puis t'as un plan où tu restes juste sur le vaisseau avec la caméra qui recule et puis qui tourne un petit peu et puis qui machin. Tu vois, il avait un travail comme ça du grandiose et du spectaculaire. Et je trouve que dans celui-ci, c'est que de l'action. C'est plus du grandiose, du spectaculaire, c'est que de l'action. C'est-à-dire que même, tu vois, le plan sur Finn, la bataille là, dont on a parlé tout à l'heure sur la planète où il y a Maz, oui. Et où il y a le combat avec j'ai pas retenu son nom, moi, celle de la Maz, oui. C'est comme Snoke. Je trouvais que le plan était trop proche du personnage, et que pour avoir vraiment ce sentiment de très impressionnant et de très grand spectacle, il aurait fallu avoir un plan beaucoup plus large pour voir beaucoup plus les vaisseaux voler au-dessus, voir plus les tirs arriver au sol, parce qu'en gros là, t'as à peine le temps de voir le laser arriver que l'explosion a lieu au sol. Donc en fait, je trouve que ça, finalement, dans ce film-là, la mise en scène de Abrams le dessert. Bizarrement, je sais pas pourquoi, il veut absolument filmer tous ces personnages beaucoup trop près. Il les filme, la caméra est beaucoup trop proche des personnages, et il y a cette envie de passer très très vite sur toutes les scènes et de jamais vraiment se poser, de jamais vraiment faire un plan impressionnant. Je crois qu'il y a un plan vraiment posé plus de 2-3 secondes dans ce film, faut le chercher, quoi. Je pense qu'il y en a vraiment très peu qui restent en place pour te mettre un décor, te mettre une ambiance, un grandiose, un machin genre là. Et autant dans Star Trek, tu le sentais très souvent, t'avais beaucoup comme ça de plans de vaisseaux, de plans très imposants. Je trouvais que là, le premier plan du film, il avait très bien réussi. Le plan où tu vois juste la silhouette du Star Destroyer qui arrive et qui passe au-dessus des étoiles, donc qui fait disparaître la lumière. Je trouve que c'est vachement intéressant en termes de mise en scène et de sens, parce que c'est les ennemis qui viennent détruire la lumière dans l'espace, donc leur vaisseau est en ombre et arrive sur l'espace, etc. Je trouve que c'est vachement intéressant. Bien vu, touché. Mais pour le reste, dès qu'il filme un Star Destroyer, il le filme par en bas, donc... Ouais, ça le donne un côté impressionnant, mais il le filme de tellement près qu'on a l'impression que c'est juste un mec qui était en dessous, qui a sorti son iPhone et qui a filmé, tu vois. Enfin, il y a ce travail du cadre et de travailler l'imposant dans le film, je trouve qu'il est pas du tout fait. Et je pensais que ce serait vraiment pas le problème que j'aurais avec Abrams. Et c'est pour ça que je suis assez surpris et déçu en sortant de la salle, c'est que je pensais vraiment pas que ce serait la mise en scène qui me poserait problème. Je pensais que justement, c'est aussi l'intérêt de cette nouvelle trilogie, c'est que ça va être la nouvelle trilogie, tu vois. C'est une trilogie moderne avec un nouveau mec derrière, un mec jeune qui arrive avec sa mise en scène, avec son truc. Et au final, il a fait tous les travers de notre mise en scène moderne sans jamais prendre ses bons points à lui, qui sont effectivement cette iconisation très facile et ce rapport de grandiose et d'impressionnant. Je trouve qu'il l'a assez raté dans ce film-là et que ça manque beaucoup à ce film et que c'est aussi pour ça que j'ai du mal à rentrer dedans. Mention spéciale, je n'y ai pas pensé, mais le dernier plan du film est dégueulasse. Le plan en drone, là, qui tourne autour... Non mais il est en drone, hein, vraiment. Le plan en drone qui tourne autour de Luke et de Rey sur cette terre, filmé en trop petit dans le cadre, donc avec toute cette mer et ce truc qui disparaît autour, mais tout caché par trop de rochers, trop d'herbes, trop de personnages, et à peine le mouvement visible, mais quand même ce mouvement de loin, etc. Enfin, dégueulasse. Il est trop proche et trop en mouvement. Moi, j'ai trouvé j'ai vu le dernier plan. Alors déjà, je trouvais que la fin mettait du temps à venir, mais quand j'ai vu ce dernier plan arriver, j'ai fait mais c'est quoi ça? C'est comme ça que tu finis ton film Star Wars? Mais c'est dégueulasse. C'est ce côté série télé, tu vois. Je trouvais que c'était un plan qui était assez sale, enfin assez sale pour être dans j'allais dire assez sale pour être dans une série télé. C'est pas assez travaillé, assez grandiose et assez fort comme plan de fin pour être un plan de fin de long métrage qui te lance une trilogie Star Wars. Je trouve qu'il y a vraiment un défaut d'atteindre le niveau du truc, presque. D'accord. Alors comme j'ai beaucoup parlé, ah non, je te laisse la parole pour... je t'ai laissé parler. La réponse est à la défense, la parole est à la défense. Je t'ai laissé couler. Mais c'est bon, je me suis répandu, maintenant vas-y. non, pas de parole à la défense, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas forcément d'accord. Toi, tu fais pas ce reproche à la mise en scène Non, tout simplement. Tu l'as trouvé grandiose et... Ah, mais j'ai pas dit qu'elle était grandiose, j'ai dit qu'elle était... Non, mais la mise en scène, je veux dire, le film. Elle est bien. Elle est bien. Est-ce qu'une mise en scène bien, c'est suffisant pour un Star Wars? Non, mais non, parce que, en fait, voilà, je peux pas te répondre parce qu'en fait, j'ai déjà répondu quand je te disais qu'il faisait bien cette alliance entre le vieux style et le nouveau style, tout simplement. Alors, ce en quoi, pour le coup, je suis pas vraiment d'accord. Qui est également là, par exemple, dans Star Trek, ouais. Parce que moi, effectivement, j'arrive pas à retrouver l'ancien style dans sa mise en scène. Non, mais je t'ai dit quand même qu'il y avait une rupture, ouais. Très peu de son truc. Il y a un après, ça c'est sûr et certain, mais là-dessus, j'ai pas...
J'ai pas spécialement noté quelque chose, si tu Je veux, trouvais que ça flagrant, lui donnait à dire. Quoi, globalement, ça lui donnait un côté film lambda. C'est un film comme tous les autres, finalement, quelque part. Et tu vois, alors que Star Wars, c'était toujours mis à part par ce côté très grandiose et très noble, des plans très posés, très larges et très éloignés. Surtout parce que ça a vieilli. Ça avait une autre gueule. C'est pas juste vieilli, parce que et du coup, les plans sont devenus iconiques. Parce que c'est ça aussi. Hein. Non, mais pas. Ah non, mais il n'y a pas que ça. Mais je parle vraiment en termes de pure mise en scène, faire un cadre plus large, avec un décor plus simple, des trucs très droits, très centrés, très machin. C'est aussi quelque chose qui, de fait, inspire plus en impose plus parce que c'est plus parfait, entre guillemets. C'est bien centré, c'est bien cadré, c'est bien machin. Là, quand on arrive avec Abrams, je trouvais que le fait par exemple, de mettre un plan caméra épaule dès le trailer, tu sais, le trailer où on voyait Kylo Ren dans la neige et sortir son sabre, c'était le dernier plan, c'était un plan caméra épaule. Donc ça montrait la modernité, la nouveauté qu'Abrams allait amener. Finalement, il est pas dans le film, ce plan-là. Et au final, on a effectivement des plans à l'épaule, mais qui du coup donnent un côté très documentaire au reportage, qui est utilisé dans presque tous les films pour donner un côté plus impressionnant aux scènes d'action ou aux scènes grandioses, même les scènes de bataille du Seigneur des Anneaux, je crois qu'il y avait des plans caméra épaule et tout dans ce genre-là. Et du coup, je trouve que ça en donne un côté très quelconque. C'est un film de SF comme tous les autres. Il y a plus le côté noble, le côté posé, le côté politique, le côté machin. Je trouve que c'est quelconque, quoi. C'est des personnages normaux qui vont essayer de s'en sortir dans une intrigue normale. Bon, il y a eu un truc sur l'Empire, mais c'est la vie, ça continue. Tu vois, je trouve que, en fait, ça manque de punch, quoi, ce Star Wars. Ça manque d'un truc qui pète vraiment et qui pose ses couilles sur le sol, quoi. Là, je trouve que ça fait vraiment soit purement commercial, soit un peu feignant de la part d'Abrams. Je trouve pas. Mais tu n'as pas plus d'arguments ? Non. Bon, t'en avais déjà dit beaucoup, effectivement, tout à l'heure. Non, mais vraiment, pour le coup, là, non, je comprends aussi ce que tu veux dire, ouais. Je suis désolé, je vais encore t'en rajouter juste sur deux petits trucs, ce qui pour moi prouve qu'il y a un manque de spectaculaire dans ce film. C'est un petit détail déjà tout con, mais il n'y a plus de logo de prod avant que le film commence. D'accord. Avant, tu sais, t'avais le générique de la 20th Century Fox et toute l'envolée lyrique, etc. Puis d'un seul coup, t'avais PAN et le logo qui arrivait. Là, maintenant, t'as juste Lucasfilm qui arrive, aucun bruit, aucune musique, et d'un seul coup, Star Wars. Je trouve ça... Bon, bref, ça, c'est juste l'entrée dans le truc. D'accord. Et dans ce qu'ils ont retiré dans l'ancien, les transitions en volet à la Lucas. Il y en a ? Il y en a beaucoup moins. En fait, Lucas, dès qu'il changeait de lieu, normalement... Il en faisait un peu trop, d'ailleurs, dans la prélogie, c'était... Mais c'était pas qu'il en faisait trop. C'est pas qu'il en faisait trop, c'est qu'il avait une règle, il avait une logique. À chaque changement de scène, il y avait un volet. Oui. Là, maintenant, il y a beaucoup de cuts, et du coup, tu sais plus pourquoi d'un seul coup, il y a des transitions en volet. À quoi elles servent? Si on fait des transitions en cut partout, pourquoi d'un seul coup mettre du volet? À quoi qu'est-ce qu'elles impliquent, ces transitions en volet? Pourquoi est-ce qu'elles ont lieu à ce moment-là et pas à d'autres? Et du coup, tout un côté un petit peu incohérent. C'est dans le genre de truc où je me suis dit, c'est en remettre juste pour en remettre, tu vois. On sait pas trop à quoi ça sert et pourquoi c'est là. En plus, il a fait exprès d'en mettre des traits bizarres, des traits tarbiscotés qui vont dans tous les sens et des machins. Donc, un peu surprenant. On va terminer cette très longue vidéo avec vite fait un retour sur la musique, du coup. Parce que ça aussi, du coup, c'est un truc qui me manquait. Je parlais vite fait du fait qu'il manque la fanfare au début du film. Ouais. Mais comme il n'y a pas non plus de moment où le film se pose, il n'y a pas vraiment de moment où on apprécie un thème simplement d'un personnage. Alors... Je trouvais que c'était très compliqué et que pour les thèmes des combats, c'était compliqué aussi de distinguer vraiment la musique du bruitage, où contrairement à Lucas, Abrams met beaucoup plus en avant ses bruitages que la musique. C'est pas ça qui m'a dérangé, c'est tout simplement l'absence de musique, en fait, qui m'a dérangé. Tu vas plus loin que moi. Le thème de Rey, qui est pas mal. Qui fait quoi? Parce que je l'ai pas retenu. Je vais pas te le chantonner, mais il est... Non, mais c'est ça le truc, tu vois, je suis sorti de la salle, j'avais rien à chantonner. C'est vrai. J'avais tous les thèmes des anciens films qui me venaient en tête. Ouais. Et j'avais rien qui me venait en tête de ce film. John Williams, là, je trouve qu'il avait vraiment... il a pas mis les bouchées doubles comme il aurait dû les mettre. Ça aurait été sympa. Il y a pas de thème vraiment qui vient symboliser le film, en fait. À part le thème des Jedi qui revient de manière assez périodique comme un leitmotiv. Enfin, c'est un leitmotiv. Mais vraiment, il n'y a pas, justement, de leitmotiv nouveau. Le thème de Kylo, après, je l'ai réécouté, est pas mal, sans être transcendant. Rey, elle a un thème qui est pas trop mal. Parce qui est pas une évolution de celui Je trouve qu'il ressemble à une espèce de mix pour ceux qui connaissent, entre Jeremy Soule et Harry Gregson Williams, tu vois, en mode là c'est bon, lâche moi. En mode Narnia. Ouais. Mais sinon, je sais pas qui a fait Narnia. Gregson Williams. C'est Harry Gregson Williams pour Narnia? Je sais plus. Vos claviers. Il me semble bien que c'est Harry Gregson Williams pour Narnia. Il me semble. Moi, je me souviens surtout de Metal Gear Solid 2, à part ça. Non, mais oui, mais il a un style quand même, je trouve que là, qui est parfois très violent, que là, John Williams possède aussi. Et Jeremy Soule, je te l'inclus. Lui, c'est pareil. Tu trouves qu'ils sortent les violons très facilement dans ce film? Qu'ils sortent les violons très facilement? Non, pas ça. C'est juste... Il n'y a pas assez de leitmotiv, peut-être pas assez, voilà. Oui, c'est ça manque d'un thème marquant et d'une mélodie c'est dommage. spécifique. Là-dessus, je suis déçu, ouais.
Même si, ouais, je te dis, le thème de Kylo est pas trop mal, de Kylo. Le thème de Kylo Ren est pas mal, et le thème de... je commence à fatiguer, et le thème de... T'as mélangé Kylo et Rey, t'as fait ouais, Kylo. et le thème de Rey, ben voilà, le thème de Kylo, voilà. Tu mets les deux antagonistes. Voilà, tu mets les deux thèmes en même temps, ça passe. Sinon... Non, là-dessus, ça va. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, ouais. Mais je trouve ça assez dommage, effectivement. Je trouve qu'il y a... encore une fois, pour moi, ce film manque à mettre sa patte. Je trouve qu'il arrive très bien à récupérer des trucs des anciens films, à faire des réminiscences d'anciens films, mais je trouve qu'il a encore du mal à mettre sa patte, sauf sur des points très précis. Finn, personnage principal très intéressant, Rey qui sera aussi très intéressante sans doute, et puis quelques astuces de mise en scène et quelques conditions de décor, mais globalement assez peu de nouveautés proposées dans ce film et assez peu de quelque chose de neuf. Là-dessus, on est tirer totalement parti du nouveau projet. Là-dessus, on est en désaccord. Là-dessus, on est vraiment en désaccord, je pense. Je te dis, puisqu'il y a... Je sais pas comment on peut être en désaccord, ça se voit dans le film que c'est les mêmes décors, que c'est les mêmes couleurs, que c'est la même palette de couleurs, l'étalonnage et tout le bordel. Nouvelle façon, je trouve, d'aborder les personnages, on en a parlé tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ok. Tout ça là-dessus, du coup, je suis un peu impatient de voir comment ils vont faire. C'est dommage que Abrams ne fasse pas les épisodes suivants. Ça, par contre, ça me gonfle. C'est con parce que c'est comme ça qu'il l'avait annoncé en plus, donc c'est con. Je te l'avoue parce que j'ai très peur pour la suite, parce qu'Abrams j'avais confiance, et les autres, pas confiance. Alors moi je te dis, le prochain c'est Rian Johnson qui a fait Looper, et je suis hype comme ça. Apparemment, il y en a un qui va être fait par Colin Trevorrow qui avait fait Jurassic World. Ah bah je suis hype comme ça. World, mais je crois que c'est un des spin-offs, c'est celui sur Rogue. Parce que là, la relation entre fanboyisme va être complètement biaisée. Puisque lui, avec Jurassic World, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais là, oh, ça dépend. C'est des thèmes très différents. On sort du cadre. Entre les deux films. Oui, on sort du cadre. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter en dernier recours, un dernier mot, Jean-Pierre? Je suis vidé. Tu es vidé? Je suis vidé de toute substance vitale. Non, écoute. Alors en fin de compte, j'ai un petit truc à rajouter, mais Quentin est parti, hélas. Un petit détail, Chewbacca ne sert à rien dans l'histoire, il a vraiment aucune utilité en termes d'action, il est juste là pour tirer de temps en temps, mais en dehors de ça, au niveau de l'histoire, il n'a vraiment aucune utilité, il sert à rien. BB-8 marche super bien, on s'en est parlé avec Quentin avant de partir, mais BB-8 est un super personnage. Et là où je voulais revenir, c'était, avec spoiler, c'était la fin du film, ce qui annonce la suite. Moi, ce qui me pose souci, ce qui me pose ce côté série télé, c'est justement cette fin du film. Un Star Wars, normalement, ça se finit soit par une célébration, soit par une annonce très claire que c'est la merde. Si on regarde la fin de l'épisode 1, on a une célébration, la fin de l'épisode 2, on a ça va être la merde, et on a Palpatine devant toute l'armée. L'épisode 3, on a toute la chute du coup de l'Empire et l'enfant abandonné sur Tatooine. Ensuite, on a le 4 qui a une fête. Le 5 qui a plus ou moins une fête, non, qui a un truc plus calme aussi sur le fait de secourir Luke, de secourir Han, et puis le 6 qui se termine sur une fête globale. Là pour le coup, l'arme ultime du nouvel ordre est détruite, cette nouvelle étoile noire. On célèbre pas du tout la destruction de cette étoile noire. On descend, on arrive, ils atterrissent, il y a quelques mecs qui arrivent en faisant ouais c'est bon on a gagné, et puis ensuite hop, cut direct, et on repasse à la suite de l'histoire. Et l'histoire se termine de façon extrêmement accélérée, extrêmement rapide, avec Rey qui récupère un sabre, qui décolle, qui atterrit, qui cherche le mec, qui cherche Luke, qui le trouve, qui lui tend un sabre, et à la fin ce plan dégueulasse donc, et fin de film. Et du coup je trouve que le film se termine sur du rien, sur du rien, se termine pas sur quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire qu'elle pourrait partir chercher Luke, et on sait pas si elle va la trouver. Genre fin du 5, on pourrait avoir une fête, fin du 1, fin du 4, fin du 6, on pourrait avoir un truc dans ce genre-là, et au final on a quelque chose de très plan-plan, on a un truc qui n'est fait que pour nous annoncer la suite, que dans la suite il y aura Luke, et donc nous amener à voir l'épisode 8, mais du coup c'est ça qui pour moi fait fin de série, c'est une fin qui fait qui passe très vite le cliffhanger, parce que c'est juste un cliffhanger, on a 2 films qui arrivent ensuite, ou 2 épisodes, et ensuite on a la résolution de ce cliffhanger, et donc pas le cliffhanger lui-même, et donc ensuite on arrive à ce truc du bon ben voilà, et puis le prochain épisode il risque de se passer ça, générique à la semaine prochaine. Sauf que c'est pas la semaine prochaine, c'est dans 2 ans, et 2 ans à dire bon ben voilà, elle a trouvé Luke, et maintenant qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien, enfin c'est votre scénario, mais l'idée de terminer le film sur un va chercher Luke ou sur elle qui part et on sait pas si elle arrive, etc., ça aurait eu plus de force que de ramener Luke. Et si on montre Luke à la fin, c'est uniquement pour ce côté fanservice de dire bon ben voilà, Luke il est revenu, on a Mark Hamill dans ce film-là, c'est vraiment pour le mettre au générique, parce que vraiment il a aucune raison d'être au générique pour une apparition aussi petite que ça.
le fait que ce soit un personnage important de l'histoire, mais c'est uniquement parce qu'ils l'ont mis qu'ils sont obligés de le mettre dedans, du coup, au niveau du générique. Donc voilà, je trouve que cette fin casse le sentiment d'accomplissement et de grandiose qu'aurait pu créer Star Wars. On verra bien ce que ça donne. En ce qui me concerne, je suis un peu déçu par ce premier film qui, pour moi, n'en fait pas assez, mais ça veut pas dire que pour moi je suis totalement déçu, que c'est une merde, que c'est mal parti, etc. Je trouve qu'il y a des défauts qui sont très clairement visibles et j'arrive pas à me les sortir de la tête. Mais globalement, c'est un film sympa. J'espère vraiment qu'il y aura un effet de cet épisode 5. C'est que l'épisode 8, qui est l'épisode du milieu, sera complètement ouf. Ouais, possible. Ce qui ne s'est pas passé dans l'épisode 2. L'épisode 2 était en dessous de tous les autres, mais c'était le côté miroir inversé. Ouais. Mais non, le 5e avait un côté assez ouf parce que tous les enjeux étaient vraiment affrontés. Et je pense que là, dans le 8, on va avoir des vraies révélations qui vont amener à des vrais enjeux, des vraies confrontations et on va avoir des choses plus... avec plus de tripes, si tu veux, qui vont un peu plus loin. Là, je trouvais que c'était un peu trop en surface encore et que ça restait trop gentillet. Ça marche. Un peu Disney, bon. Un peu gentil, quoi, un peu Disney. Je suis pas d'accord. Là, tu parles de là, cet épisode-là, là, trop gentil. Là, pour le démarrage, juste pour le démarrage, mais on n'a pas parlé de la scène d'intro alors. Non, il y a des trucs très. L'intro est violente, très violente. Ah oui. Non mais bon, Disney c'est autre chose, il faudrait que je l'aborde dans un truc différent. Il y a une façon subtile de Disney de montrer des trucs violents sans le faire violemment en fait. Mais Disney a inventé le film d'action PG-13, selon moi. mais du coup voilà, je trouve qu'il y avait un petit défaut d'ambition pour ce premier film. D'accord, très bien. Et pour toi, une trilogie saga, enfin trilogie et ce film-là, est-ce que t'as peur pour la trilogie qui va arriver ? Non. Je ne suis pas confiant, en fait, je te l'ai dit, vis-à-vis des autres réals. Ouais. Mais sinon, je trouve que l'histoire te paraît suffisante. Bon démarrage, et t'as envie de savoir ce qui va se passer ensuite, quoi. Voilà, comment ils vont tisser tout le bazar. D'accord. Et donc ce film-là, globalement, tu l'as bien aimé. J'ai su mitigé, mais j'ai bien mitigé, aimé. Bien aimé. D'accord. Bon, bah, je pense que disons, le simple fait, si tu veux, qu'il ait réussi, pour moi, il a réussi le pari, et que je suis sorti sans me dire c'est tout pourri, pour moi, c'est déjà réussi. Parce que c'était tellement tendu, quoi. Il y avait tellement un enjeu gigantesque. Et tellement de réunions de personnes à faire qui avaient des ambitions différentes pour le film. Des fans de la première heure, des fans de la deuxième heure, des gens qu'on avait rien à faire, etc. Les gens de 2015, les gens... que du coup, sortir et dire c'était un bon film, c'est déjà miraculeux, quoi. D'accord. C'est tout. Donc, voilà. Ouais, moi, c'est bien, mais pas assez. Toujours. Allez, on clôt là-dessus ? On clôt là-dessus, merci beaucoup. Très bien, et bien écoutez, merci à tous de nous avoir suivis, merci Monsieur 3D, merci Quentin. Merci Dudu, Dudu d'amour. Et puis à la prochaine fois, je vous dis, prenez soin de vous, allez voir des films. Tu as une petite phrase, un petit truc, au revoir. Ciao les gens. Très bien. Et je fais Tony Stark, tu sais. Très bien. Bon bah moi je fais un petit coucou. Ciao. Bye.